Et là, à ce moment-là, il y a une personne qui s'arrête en voiture et elle descend de la voiture et elle dit, à la fin, le vendeur, même si toi, tu as l'impression d'avoir gagné un peu ce combat d'ego, mais finalement, c'est le vendeur qui a gagné parce qu'il a vendu son sac à 3 000 €, tu vois. Un mois sur un site, tu es en train de faire ton site internet, tu vois. Tu es en train de le faire, tu es tous les jours dessus, on va dire, tu es en train de bosser dessus. Après un mois, ton site, il a l'air très clair pour toi parce que tu as passé un mois dessus. Mais si tu le montres à quelqu'un qui n'a jamais vu ton site et tu fais un test sur lui, tu vas voir les limites de ton site internet. C'est parti. On est parti dans cet épisode de Mind My Business avec toi, Lies. Lies, j'étais super hâte de faire cet épisode avec lui. 24 ans, il a ouvert sa startup dans 5 pays. Il y a plus de 200 commandes chaque jour. Une équipe de 30 personnes. Enfin, une vraie ascension au cours des dernières années. J'ai super hâte de découper son parcours entrepreneurial des dernières années. Merci d'être là avec moi, Lies. Écoute, Sacha, ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Je regarde ton podcast, ce que tu fais, c'est vraiment top, hyper intéressant pour les entrepreneurs. Donc, si je peux apporter de la valeur, écoute, je suis très content. Vas-y, on va en apporter de la valeur. Là, ça fait 3 ans, 4 ans que t'as lancé? Ouais, c'est ça, un peu plus de 2 ans maintenant. Plus de 2 ans. Donc, c'est assez récent, mais ça s'est bien développé. Croissance rapide. Ouais, croissance rapide, très rapide. Donc, ça fait plaisir. Quand il y a un product market fit et qu'on exécute bien derrière, ça monte vite. Donc, facile de faire grandir quand on répond à un vrai problème. C'est ça, exactement. Et surtout, recruter les équipes, continuer à grossir, ouvrir de nouveaux marchés. Ouais. Donc voilà, toujours dans cette logique de croissance, d'expansion. Super excitant, j'imagine, chaque jour, chaque semaine. Chaque semaine, il y a plein de challenges sympas. Les équipes sont ultra drivées, donc ça fait plaisir, quoi. Ouais. En plus, là, c'est cool, tu m'as invité à tes bureaux ici à Tunis pour parler de ta startup qui est présente d'abord en France, puis en Espagne, Italie, Angleterre et Allemagne. C'est ça, exactement. Là, on est présent dans 5 pays et chaque 2 mois, on essaie d'ouvrir un nouveau marché à chaque fois. Donc, on a vraiment... Chaque 2 mois? Chaque 2-3 mois, voilà. On essaie une fois... Tu t'ennuies jamais, alors? Voilà. Donc, on a des personnes internes qui sont focus que sur l'ouverture de nouveaux marchés. On essaie chaque trimestre d'ouvrir un nouveau marché pour soutenir cette croissance. Dans 2 ans, t'as fini le monde, alors. Tu vas sur Mars? J'espère. Pourquoi pas? Je vais aller vendre des traductions sur la ligne. Et alors, vas-y, balance la news. C'est quoi le prochain pays? C'est encore secret ou pas? Non, c'est pas secret. Le prochain pays, c'est donc les Émirats. Ok. On va, vu qu'il y a pas mal d'immigration là-bas, donc les demandes de trad sont élevées. Ouais. Donc on va aller attaquer le marché émirati. Ok. On va voir ce que ça va donner, quoi. Donc j'ai super hâte d'ouvrir l'antenne là-bas. J'ai hâte de voir comment tu vas l'ouvrir aussi. On va en parler de comment tu ouvres un pays, comment ça se passe. Avec plaisir. On va parler de tes débuts, pourquoi la traduction. Déjà, je vais être poli, je vais te demander de te présenter aussi, parce que là, on est rentré direct dans le vif du sujet. Mais qui es-tu, Lies? T'as fait quoi dans ta vie? Et en 2 mots, c'est quoi ta startup? Et puis, je te propose qu'on revienne au tout début, l'idée, comment elle est venue, les premières choses que tu as implémentées pour lancer son projet, et puis comment tu as scale aussi vite. Ça te va? Très bien, ça me va. C'est parti. Écoute, moi j'ai eu un parcours qui a l'air assez classique, mais ce que j'ai fait dans le parcours était très spécial. Donc on va dire que j'ai eu mon bac, j'ai fait 2 ans de prépa à Paris, classe prépa. Ensuite j'ai intégré une école de commerce. Pour l'instant c'est le schéma assez classique, mais j'ai toujours eu ce côté-là un peu entrepreneur et qui sort un peu de la norme un peu, tu vois. Donc rien qu'en prépa, mes profs m'appelaient le voyou parce que justement pas envie de rester sur une chaise en classe. Ouais, c'est ça en fait. Et en fait, ils arrivaient pas à me dégager de la prépa parce que j'avais de bonnes notes, mais j'étais très insolent dans le sens où j'étais en mode genre m'en foutiste, vas-y, genre je vais bosser si j'ai envie de bosser, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire, tu vois. Donc j'avais ce côté-là un peu qui pouvait énerver certains profs, surtout. T'aimes pas les structures au-dessus de toi? Ouais, j'aime pas quand on me dit quoi faire, tu vois. Donc justement, donc ça je supporte pas. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce. Là, c'était beaucoup plus chill en termes de t'étais plus libre, t'étais plus autonome. Ouais, de charge de travail, créations. exactement. Mais encore là, moi, j'étais pas trop axé, tu vois, soirée étudiante et tout. Enfin, je voulais de ouf depuis tout petit en fait, je voulais entreprendre, monter mon business et j'avais ce désir, cette flamme en moi.
Et donc voilà, j'essaie de, enfin on va y revenir certainement, mais j'essaie d'apprendre sur un max de sujets différents, me former. Voilà, j'étais vraiment dans une logique. Vas-y, j'ai testé plein de petits projets. Là, t'avais déjà un peu une décision de devenir entrepreneur à un C'est ça, moment. sans savoir ce que j'allais Ouais. faire Mais exactement. c'était Ouais. déjà dans ta tête, quoi. C'est très simple. Moi, j'avais 11 ans. À 11 C'était ça ans, la fameuse anecdote. Tu ouais, m'as dit, c'est je vais te ça. raconter. Elias, avant d'enregistrer, il m'a dit, je vais te raconter un truc quand j'avais 11 ans, mais je te le dirai pendant l'épisode. Voilà, c'est ça, exactement. Vas-y, Moi, j'ai c'est hâte de très simple. savoir. À 11 ans, on regardait beaucoup de DVD parce que c'était l'époque des DVD, il n'y avait pas Netflix Putain, on et est des tout. vieux maintenant. On dit Voilà. des trucs genre à C'est l'époque. ça, c'est ça. J'avais 11 ans, je récupérais tous les DVD qu'on avait à la maison et j'allais dans les rues les vendre. Comme ça. J'avais pas besoin forcément d'argent ou autre, mais je kiffais ça. C'est Je kiffais la aller version low-key des citronnades des Américains C'est- qui vendent des c'est trucs ça, devant chez eux. exactement. Toi, t'as fait ça avec les Ouais, DVD. c'est ça. Je mettais, tu vois, un t-shirt un peu troué. Je prenais ma table à 11 piges et j'allais comme ça sur Vendre la des rue DVD. vendre des DVD. Troué pour faire genre. Ouais, pour faire genre j'ai besoin d'argent, tu vois. Genre, ça vend mieux. Bah ouais, forcément. Faut toujours s'adapter à sa. Je suis ravi que maintenant tu mettes plus des t-shirts troués. C'est bon. Faut toujours s'adapter à sa clientèle. Ok les gars, conseil numéro 1 pour scale, faut être le plus pauvre possible, ça les gens ont pitié. Mais non, quand achètent. t'as 11 ans que tu vends des DVD dans la rue, faut forcément. Après un âge ça marche plus, il faut mettre des t-shirts sans trou. Ça dépend à qui tu Merde, vends. putain, on m'a pas dit. Ça dépend à qui tu vends. Ça Ça dépend dépend. à qui Si tu vends à des avocats, faut pas mettre de t-shirt troué, hein, moi je te dis. Peut-être qu'il a pitié de toi et il va acheter 10 fois plus. Non, Hein. je pense pas. Bon, on annule le conseil, on annule. Donc voilà. Donc on va dire j'ai toujours eu cette flamme là en moi. Tu vois, j'ai une petite anecdote là qui me revient en tête à ce moment-là. Donc j'ai emmené mon petit demi-frère avec moi à ce moment-là. Il avait 9 ans, donc 2 ans de moins que moi. Et là, à ce moment-là, il y a une personne qui s'arrête en voiture et elle descend de la voiture et elle dit oui, je veux acheter un DVD. Ok. Je lui dis ouais, c'est 2 dinars le DVD. Elle me fait, le mec il avait 50 piges, tu vois, un truc comme ça. Je lui fais c'est 2 dinars le DVD. Il me fait non, je veux l'acheter à 1 dinar. Tu imagines, moi 11 ans, lui il a 50 piges. Non. Peut-être t'avais mis un t-shirt pas assez troué, je sais pas. Ouais, non, mais bon, je sais pas. Bon, tu vas me lâcher avec cette histoire de t-shirt là. En tout cas, le mec il arrive, je lui fais non, il me fait ok, c'est pas la peine. Il remarche vers sa voiture. Et là, t'as mon petit frère qui vient me parler, il me dit, mais c'est pas grave, vends-lui un dinar, de toute façon, on s'en fout et tout. Je fais, compte jusqu'à 3. 3, Et le mec 2, est revenu. 1, à 1, le mec se retourne, il fait, bon, ok. Genre, je te le prends à 2 dinars. Pourquoi? Parce que t'imagines, à 11 ans, je réfléchissais déjà comme ça. Le mec, il était en voiture, il s'est arrêté, il est descendu de sa voiture, il est venu, il a négocié avec moi. Et tu penses qu'il va repartir bredouille après tout cet investissement en temps et en effort, alors que pour 1 dinar de différence, tu vois. Donc forcément, le mec, il y avait une trop grosse perte chez lui s'il prenait rien du tout. Il va se dire, je me suis arrêté, j'ai perdu du temps pour au final repartir bredouille. Tu vois. Mais c'est ça qui c'est marrant, il y a plusieurs livres sur la vente comme ça, Influence et manipulation ou Never Split the Difference, tous ces livres-là, et il y a une grosse partie d'ego qui joue dans les ventes. Exactement. Tu sais que dans certaines boutiques de luxe, les magasins de luxe, une des stratégies des vendeurs dans les boutiques, c'est de faire sentir que tu n'es pas capable d'acheter ce produit-là pour que justement pour que tu lui prouves en l'achetant. Tu vois, en mode non, ça c'est trop cher pour vous, des petites remarques. Je vais te montrer si c'est cher pour moi. Voilà, des petites remarques subtiles. Tu vois, ça dépend après de la clientèle qui rentre, mais ils jouent sur ça pour justement te faire acheter, parce que là, tu veux prouver, t'as ton ego qui veut prouver justement que derrière, tu peux acheter ça, t'as les moyens, tu vois. Et en fait, à la fin, le vendeur, même si toi, t'as l'impression d'avoir gagné un peu ce combat d'ego, mais finalement, c'est le vendeur qui a gagné parce qu'il a vendu son sac à 3 000 €, tu vois. Tu vois, donc, il y a certaines techniques un peu comme ça qui jouent sur justement l'ego, et les très bons vendeurs arrivent à jouer sur ça. Ils cernent la personnalité de la personne, parce que c'est ça d'abord. Cette technique ne fonctionne pas chez tout le monde. Donc, faut justement cerner la personnalité de la personne. Et en fonction du type de personnalité de cette personne-là, tu vas essayer de le convaincre avec ce qui est important pour lui, tu vois. Donc quelqu'un qui est très, par exemple, dans les associations et tout, tu vas lui montrer le côté pourquoi en achetant ce service ou ce bien, ça va apporter de la valeur à X ou Y. Donc il faut vraiment essayer de capter, comprendre la personne qui est en face de toi, qu'est-ce qui est important pour elle, et en fonction de ce qui est important pour elle, là tu vas te focaliser sur ça pour vendre ton bien ou ton service. Mais toi, tu es quand même dans un marché, du coup, le marché des traductions où, voilà, c'est une nécessité, les gens qui achètent, ils n'ont pas forcément envie de le faire, ils doivent juste le faire. C'est ça. Mais effectivement, il y a d'autres situations où on joue plus sur les émotions. Parce que pour un produit, une solution, des personnes vont acheter pour des raisons différentes, parce qu'elles vont ressentir des choses différentes. Et ça, en déclenchant... Exactement. Et ce qu'il faut donner, c'est une raison pour l'esprit
mais il faut savoir que tu vends au cœur. C'est ça qui est important. Vas-y. Très belle Tu vois. note. Très belle note. Donc ça, c'est très, très important parce que la personne qui va acheter un sac à main, par exemple, à 3 000 €, tu peux pas, juste lui dire, vas-y, ce sac à main est beau, tu vois. Faut lui dire, ok, il a été, enfin, tout le Ouais, ouais. storytelling Et derrière. ça dépend de la personne, encore une fois. Hein. Oui, mais Tu vois. il faut derrière que lui, autour de lui, à sa femme, à son mari, Ouais, il soit à fier de à raconter qu'il a acheté à ce ses sac. amis, à ses proches, qu'il explique les raisons pour lesquelles il a acheté ça. Donc, faut lui donner des raisons rationnelles, tout en sachant que lui, il achète pour des raisons émotionnelles. Ouais. Et ça, c'est le petit. Ça me fait rire que tu dises ça alors que t'es, tu vois, dans un business où les gens, bah, ils ont pas forcément envie d'acheter, ils ont juste pas le choix, tu vois. Oui, mais moi, sincèrement, j'ai jamais été fait pour j'ai jamais traduit une seule page de Ouais, ma vie. Tu vois. j'ai- Moi, j'ai vu un problème, Ouais. j'ai trouvé une Ouais. solution au problème. Tu vois, moi, j'aime le business de manière générale. J'ai pas un secteur en particulier ou un Pour truc. développer une marque de tapis, quoi. Voilà, moi, si je vois qu'il y a un marché, il y a un besoin, il y a un problème et que j'ai une réponse à ce problème-là et que je peux apporter de la valeur, j'applique, tu vois. Donc, Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que se lancer dans un projet où on a une attache particulière au problème qu'on essaie de résoudre permet de maintenir la motivation, maintenir le drive. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, c'est une très bonne question et c'est à double tranchant. Pourquoi? D'un côté, ça peut être très bien parce que du coup, tu connais le service et le produit parfaitement parce que tu es passionné par ça. Mais en fait, ça peut avoir un effet inverse parce que tu peux être tellement focus sur ton produit et ton service et tellement passionné que tu vas avoir du mal à vendre à des personnes qui n'ont pas la même passion que toi. Ouais. Donc, tu vas être plutôt une personne produit que marketing vente, tu vois. Et ça peut jouer à ton désavantage. Donc, par contre, l'autre côté positif, c'est que tu peux délivrer le meilleur produit ou le meilleur service possible parce que tu es passionné par la chose, tu Ouais. vois. Donc, je pense que ça dépend des services et du business. Ça peut être bon comme mauvais, mais il faut savoir aussi prendre du recul par rapport à ton expertise et à ta passion et te dire, OK, moi, je vais pas vendre à moi qui suis expert et passionné par ça. Je vais plutôt me focaliser et penser à la place du client et dire que lui, il a pas la même passion que moi. Donc, je vais essayer de, tu vois, simplifier le truc au maximum pour que la personne l'achète. Ouais, non, écoute, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est super intéressant. Parce qu'en effet, je pense que quand t'es passionné par ce que t'as développé, c'est un peu comme ton petit bébé ou quoi. Et là, t'es fermé, ouais, t'as un peu des œillères, t'es fermé aux critiques, t'es fermé au feedback, parce que ça touche à ton intégrité, limite. Ça touche et à ça ta vaut dans personne. tout, hein. Par exemple, quand tu bosses un mois sur un site, t'es en train de faire ton site internet, tu vois. T'es en train de le faire, t'es tous les jours dessus, on va dire, t'es en train de bosser dessus. Après un mois, ton site, il a l'air très clair pour toi parce que t'as passé un mois dessus. Mais si tu le montres à quelqu'un qui n'a jamais vu ton site et tu fais un test sur lui, tu vas voir les limites de ton site internet. Parce que toi, tu sais où se trouve cette page-là, où se trouve ce point-là, ce bouton-là, mais la personne ne le sait pas. Mais ça, toi, t'as déjà passé tellement de temps sur ton site que tu t'en rends même plus compte. Donc, faut avoir cette agilité d'esprit-là, de recul, de te dire, OK, pour moi, ça a l'air hyper simple, pour moi, c'est clair, pour moi, c'est beau, tu peux dire ce que tu veux. Faut que je teste sur des personnes. Et de préférence, c'est des personnes qui vont acheter ton produit ou ton service. Ouais, j'ai une expérience vis-à-vis de ça. Il y a 4 ans, j'avais refait le site de MyGreen pour permettre aux entreprises de commander et plus les particuliers. Et la couleur des particuliers, c'était le vert, et pour les entreprises, c'était le blanc-orange. Et je refais le site, je suis super content pendant des semaines, et puis je déploie ce site-là. Et puis je suis super déçu, il y a 3 commandes alors que les jours avant, j'en avais discuté avec les gens, ils m'avaient dit qu'ils étaient super intéressés, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Puis les commandes ferment, bon voilà, je suis super déprimé, je vais en cuisine, cuisiner mes 3 repas alors qu'on a loué une cuisine, on était chaud. Et puis en fait, j'ai compris que le bouton de commande, donc à la fin du process, c'était écrit en orange avec un fond sur un bouton blanc, et le fond du site était blanc aussi. Et donc les gens n'avaient pas compris que c'était un bouton. C'est ça. Et c'est un truc qui m'avait rendu fou. Et quand j'ai compris ça, bon, du coup, j'étais content. Je me suis dit, au moins, ça va. Voilà. Il y a des clients, mais c'est juste une histoire de luxe. C'est ça. Mais clairement, j'avais vu des dizaines de fois mon site, je m'étais jamais rendu compte que le bouton, c'est vrai qu'il était pas très clair, mais vu que je savais qu'il était là le bouton parce que je l'ai fait, c'est évidemment quelque chose. Il y a un super outil qui t'aide justement à voir ça, c'est Hotjar, je sais pas si tu connais. Non. Hotjar, c'est un super outil qui est gratuit, qui te permet de visionner la session des visiteurs de ton site. Okay. Du coup, tu peux voir tout le parcours utilisateur. Le parcours, et c'est comme si tu voyais ce que ton client fait, comment il parcourait ton site. Et si tu vois qu'il bloque un peu trop sur une page où il sait pas trop quoi faire, c'est qu'il y a un problème justement dans cette partie-là de ton site. Donc t'as carrément une capture vidéo de... C'est une vidéo. Okay. C'est la session, dès qu'il arrive sur ton site, tu peux voir son parcours sur le site. Quelle page il ouvre, où est-ce qu'il part, sur quel bouton il clique, s'il clique plusieurs fois sur un même bouton, si, tu vois, genre, et là, grâce à cet outil-là... Tu peux les player ?
Hotjar. Ouais, OD. Hotjar. Ok. Super outil gratuit. J'ai jamais été jusqu'à là faire des captures vidéo, mais ce que je fais toujours pour tester l'idée de quelqu'un ou pour moi-même dans le business, c'est mettre des événements, des pixels sur toutes les parties du site. Et donc là, tu sais exactement le nombre d'utilisateurs qui ont cliqué sur tel bouton, qui se sont arrêtés à quel moment. C'est bien, mais combiné à Hotjar, là, ça va encore plus loin. Parce que là, tu vois, ce qui se passe. Ouais. Exactement ce qui se passe. Genre, tu vois sa souris, comment elle se déplace, tu vois. Mais t'as des données aussi quantitatives du nombre de clics sur chaque bouton. Aussi, oui. Sur Hotjar aussi, t'as ces données quantitatives aussi là. Bon, tu vois. Tester. Mais tu peux prendre, je sais pas, 30 sessions, tu restes les regarder. Ouais. Tu vois quelque chose qui se répète. Un pattern qui se met en place. Voilà. Là, c'est que tu dois, toi, changer quelque chose sur ton site. Tu vois. Très probablement. Ouais. Vas-y, top. Donc, toujours itérer, en fait. C'est vraiment essayer d'améliorer le truc au maximum pour que ça soit parfait, tu vois. Et si on n'a pas d'attache particulière à son projet, c'est encore plus facile de le faire. C'est ça, parce que tu te mets à la place de la personne, tu te dis, vas-y, moi, je connais rien de ça. Ouais. Je vais me mettre. Tu t'es déjà une personne qui ne s'y connaît pas, donc tu vois. Et tu parlais du double tranchant de ce truc-là. Tu t'es pas dit à un moment, je sais pas, tu sais, un petit moment de down dans ton business. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais là à faire de la traduction? Pourquoi je suis arrivé là-dedans? T'as eu ces petits moments au début? En vrai, non, parce que je répondais justement à un vrai besoin. Ouais. Et donc, je touche du bois, mais chaque mois, on continue à accroître le chiffre d'affaires. Donc, il y avait un développement mensuel du chiffre d'affaires. Qui te gardait toujours motivé, quoi. Voilà, qui me gardait motivé parce que je voyais justement que les actions qu'on mettait en place, il y avait des résultats derrière. Donc ça me faisait hyper plaisir. Ouais. Et ensuite, tu connais le parcours d'un entrepreneur, c'est une aventure. C'est comme si tu prenais un sac à dos et tu partais à l'aventure dans un nouveau pays, tu découvres plein de trucs, tu fais plein d'erreurs, tu vois, genre, tu testes plein de choses qui fonctionnent pas, tu testes des choses qui fonctionnent bien, tu vois. Mais c'est ça, la beauté du truc, c'est que t'es là, tu sais pas forcément si l'action que tu vas faire va avoir un impact et à quel point elle va avoir un impact bon ou mauvais, mais tu testes et tu vois, et tu dis, oh, putain, ça fonctionne. Oh non, ça c'était je pensais que ça allait être cool, mais ça fonctionne pas du tout. Je pense un gros challenge entrepreneurial, c'est quand ça marche pas, se décorréler de son identité perso. Exactement. Et pas se dire vas-y, je suis une merde, j'ai tout raté, mon projet il marche pas, mon bouton personne le voit. Exactement. Et moi j'ai cette facilité là où si un truc fonctionne pas, c'est genre je suis pas dans un mode je suis déprimé ou autre, tu vois, c'est pas grave, ok, genre on va tester d'autres trucs. Avant, je pense que c'est dans l'accumulation aussi, tu vois. S'il y a 5-10 trucs de suite qui dans tous les domaines de ton business, soit avec ton équipe, puis d'un coup avec un client, puis et les événements s'enchaînent, c'est là où c'est un peu challengeant l'entrepreneuriat, de te dire ok bon bah vas-y, je sais que c'est une mauvaise période, faut que je continue. Et je pense que c'est là à ce moment-là que le drive vis-à-vis du projet, quand t'as vraiment un impact dans ta tête vis-à-vis des valeurs du projet, des choses comme ça. Mais change. Ça peut... si ça fonctionne pas, change. Ouais. Tu as 10 000 projets à faire, change. Si ça fonctionne pas, c'est que peut-être t'es pas fait pour ça et change de domaine, change de business, tu vois, ou peut-être il y a pas de product market fit ou autre, ou ton offre n'est pas bonne, il faut rechanger ton offre complètement. Et je pense que beaucoup de gens s'arrêtent là aussi parce que tu te dis merde, ça a pas marché, peut-être l'entrepreneuriat c'est pas pour moi. Ça c'est faux, tu vois, parce que moi-même j'ai eu 10 000 expériences qui n'ont pas fonctionné, des gros flops, tu vois, des gros flops. Un jour j'ai lancé un site e-com de miroirs Hexagone. Mais c'était n'importe quoi. Pourquoi Hexagone? Je sais pas, j'ai trouvé le produit sur Alibaba, je me suis dit, j'avais 20 piges, je me suis dit, vas-y, je vais faire un peu de dropship. C'était de la merde. À ce moment-là, j'aurais pu me dire, ok, c'est pas fait pour moi, l'entrepreneuriat. Non, je me suis pas dit ça, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Non, mais depuis que t'avais gagné la négo quand t'avais 11 ans, tu t'es dit, c'est pour moi. Ouais, c'est ça. Donc quoi qu'il arrive, c'est bon. Quoi qu'il arrive, je vais tester des trucs jusqu'à ce que ça fonctionne, tu vois. Et là, ce que je fais en parallèle de mon business, c'est que j'investis dans des entrepreneurs justement qui ont des idées de projets et je leur donne les fonds nécessaires, mes conseils, enfin vraiment en tant qu'investisseur, tu vois, genre je leur donne de l'argent. Business angel, quoi. Ouais, c'est ça. Et je suis en train de faire ça et j'ai plein de projets, genre que ce soit dans le café, dans la tech, tu vois, ou dans le tourisme, où je suis pas forcément directement CEO de la boîte, mais j'investis, je donne mes conseils, mon expertise, mon argent bien sûr, et let's go, tu vois. Donc ça me permet aussi de nourrir encore cette âme d'entrepreneur en moi, de avoir de nouvelles idées, nouveaux challenges, nouveaux trucs, tu vois. C'est une question que j'ai abordée plusieurs fois dans les podcasts et je trouve que c'est intéressant pour les entrepreneurs qui sont à cette étape de l'aventure comme toi, où tu es plus dans une phase de management, de scale que de création. Parce que, quand tu ouvres des pays, effectivement, tu crées une nouvelle chose, tu demandes à ChatGPT comment je vais appeler le nom de mon entreprise, refaire le site web, adapter un peu l'offre, évidemment, mais tu n'es plus autant dans l'idéation, dans la création comme au début. Et j'ai eu plusieurs fois ces discussions d'entrepreneurs qui en fait se retrouvent pas après dans son rôle de manager et plus forcément de créateur, d'entrepreneur. Comment tu te situes face à ça? Alors c'est très bien parce que tu vois, t'as les managers et t'as les artistes. Ouais. Tu vois, un artiste, il aime créer.
Tu vois, moi, je vois l'entrepreneuriat comme une forme d'art. Tu Ouais. vois, c'est une forme d'art. C'est de l'art, je pense. C'est de l'art. Et t'aimes créer. T'es un artiste, tu crées un business en partant de rien. T'as une idée qui germe dans ta tête et tu vas en faire quelque chose. Tu vas créer un système, tu vois. Et ça, c'est un peu magique, tu vois. Tu pars de rien, tu crées quelque chose, c'est beau, tu vois, c'est beau. Ouais. Et c'est vrai que quand ton business grossit, t'as plus cette âme-là de création parce que ça y est, t'es dans la phase recrutement, scaling, ça y est, tu vois. C'est moins créatif C'est moins créatif, dans les process, mais les procédures. ce qui est important, c'est pour ça que ça, c'est un point hyper important, c'est déléguer, tu vois. Recruter les bonnes personnes pour leur déléguer, pour que toi, tu te libères un maximum de temps et que ce temps-là, tu le consacres à prendre des décisions. Parce que finalement, quand tu arrives à un certain niveau, ce qui est important, c'est pas ce que tu vas faire concrètement, mais c'est les décisions que tu vas prendre, tu vois. Est-ce que je vais aller vers cette direction-là ou pas? Et chaque décision que tu vas prendre va vraiment avoir un impact sur l'ensemble de ton business. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps de Plus réfléchir. dans la stratégie C'est que ça, dans aux décisions que tu vas prendre plutôt que les opérations. Ouais. Tu vois. Et là, moi, je suis arrivé dans cette phase-là où j'ai essayé de déléguer un maximum. Quand je sais même plus qui sont mes clients, je sais même plus les commandes qui sont livrées ou pas, la gestion des... Stylé ça, quand on connaît plus ses clients. Je sais, vraiment, j'en ai aucune idée. Je regarde une fois par semaine les chiffres qu'on a fait. Ok, c'est bien, je check un peu. J'ai directement mes responsables d'antenne à chaque fois avec qui je suis en contact. S'il y a un problème ou autre, j'interviens, mais ils arrivent à gérer en autonomie. Et je suis là en mode conseiller. Ok, vous allez faire ça. Let's go, tu vois. Donc, est-ce que tu arrives vers une étape, là, si par exemple vous arrêtez de scaler ou vous arrêtez la stratégie, est-ce que tu dirais que tu arrives vers une étape où bientôt, ou peut-être c'est le cas dès maintenant, que l'entreprise n'a plus besoin de toi? Est-ce que tu as su mettre en place un système qui est quasiment full autonome? Moi, pratiquement, ouais. Là, tu vois, genre... je peux partir, j'ai pas de problème à partir, m'exiler. Je sais que le business va continuer à tourner parce que... Tu pars 6 mois sans donner signe de vie. Tu penses qu'il est encore là, le biz, ou pas, quand tu reviens? Je pense que si j'arrive à déléguer le peu de choses qui me reste à déléguer parce que je garde un peu la partie compta, finance et tout, que je gère moi parce que j'ai choisi de la gérer moi, si je délègue cette partie-là, sans problème. Ça continue à tourner. Tu vois. On peut t'enlever 6 mois, tu reviens, t'as toujours le business. Ça continuera à tourner. Je pense pas aussi bien que si j'étais là, forcément, hein, parce que c'est bon. Pas non plus, c'est pas non plus genre tu vas me faire passer pour les gens ils vont penser qui sert à rien, tu vois. Non, mais je pense que oui, parce que j'avais ce désir-là dès le début, tu vois. Il y a certains entrepreneurs qui ont beaucoup de mal à déléguer, moi pas du tout. Tu vois. Moi, j'étais vraiment dans une optique, ok, j'ai envie que mon business fonctionne sans moi. Et dès le début, j'étais dans ça. Du coup, dès que je pense qu'il y a le piège opposé aussi. Il y a les gens qui ont envie d'avoir des process et une boîte et des employés trop vite, alors qu'ils ont même pas encore forcément bien compris leurs clients, bien compris leur marché. Donc c'est toujours une question de juste d'équilibre. Tu vois. Moi, tous les postes de la boîte là, de tous mes collaborateurs, je les ai tous faits. Oui. Le truc que je vois le plus souvent, c'est des gens très vite qui prennent des commerciaux, des sales ou des gens pour faire du call calling ou du service client, alors que justement, c'est une opportunité en tant qu'entrepreneur dès le début de comprendre tes clients, pourquoi ils ont acheté, pourquoi ils se sont barrés, pourquoi ils ont fait telle action. Et ça, c'est des choses, en le déléguant, tu n'as pas cet apprentissage qui a une valeur infinie, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et en fait, tu passes à côté de justement cette phase-là qui est hyper importante parce que tes premiers clients, c'est toi qui dois les gérer. Tu dois comprendre ton business de A à Z, tu vois. Même si aujourd'hui, tu fais plus les choses, mais tu sais exactement comment faire une chose et le process de A à Z, tu le connais parfaitement. Tu vois, moi, tu peux me donner n'importe quel poste de mes collaborateurs, je le fais sans problème aujourd'hui parce que je sais exactement comment le faire. Et du coup, quand tu sais exactement comment le faire, tu sais comment le déléguer. Tu vois, parce que c'est pas juste vas-y, occupe-toi de... Il y a quand même de l'innovation au sein de tes équipes en termes de process. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que quand tu onboardes quelqu'un, tu lui expliques exactement ce qu'il va faire, ou il y a quand même une partie qui est assez libre, où ils peuvent un peu s'organiser comme ils veulent, selon ce qu'ils veulent faire? Alors, tu abordes un point très important, c'est la partie recrutement. Tu vois, moi, je suis convaincu qu'une entreprise, c'est la somme de ses talents. Ce qui est l'asset le plus important d'une boîte, c'est les personnes qui sont dans la boîte. Vraiment. Que ce soit en termes de mindset, d'attitude face au travail, les skills, la positivité, tu vois, vraiment une énergie positive, ça c'est très sous-coté. C'est un des premiers trucs que j'ai remarqué quand je parle avec toi, c'est que t'aimes sincèrement les gens de ton équipe. Énormément. C'est comme une petite famille pour toi. Énormément, on fait des team building à chaque fois. Il y a vraiment, et tu vois, je leur fais confiance, ils me font confiance. Moi aujourd'hui, j'ai 24 ans. J'ai des personnes qui ont 50 piges. Faire confiance quand t'as 50 ans avec des gosses, une famille, faire confiance à un gamin, entre guillemets, de 24 ans pour ta vie, c'est chaud, tu vois. Enfin, faut vraiment avoir confiance en la personne et
au business et tu vois, tout C'est ça. stable, quoi. Ouais, tu vois, donc c'est important. Tu vois, c'est pas que j'ai pas des jeunes qui ont 25, 26, 27, 30. Non, j'ai des papas, des mamans qui ont des gosses, tu vois. Et ça, c'est une responsabilité. Même moi, ça me fait une pression supplémentaire de J'imagine. Yes, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Genre, t'as une responsabilité vis-à-vis de ces personnes-là qui t'ont donné ta confiance, tu vois. Et pour moi, l'aspect recrutement, c'est vraiment l'élément central, tu vois. Parce que, imaginons, t'es dans une équipe, t'as des personnes fortes. Si tu recrutes quelqu'un qui est en dessous, en termes de niveau, ça va faire baisser les standards de toute l'équipe. Tu vois, c'est hyper important de garder des standards hyper élevés et de recruter vraiment des sharks, des personnes vraiment in et à fond, tu vois, en termes, pas que skills, tu vois, en termes d'attitude, tu vois. Moi, aujourd'hui, les personnes qui bossent avec moi, ils bossent les week-ends, le soir, sans même que je leur demande. Pourquoi? Parce que j'ai instauré un environnement de travail hyper stimulant. Des salaires qui sont plutôt élevés par rapport à la moyenne du marché. Une culture de la prime très élevée, donc ils arrivent à doubler leur salaire chaque mois grâce aux primes. C'est pas des petites primes de 5%, 10%, c'est vraiment, ils doublent leur salaire avec les primes. Et la liberté, donc géographique, parce que on a des bureaux, mais ils ont la possibilité de faire full télétravail, donc j'ai des personnes qui sont dans d'autres villes ou autres, donc c'est vraiment full libre, et une responsabilité. Tu vois, moi je lui dis, aujourd'hui je contrôle personne, je sais pas qui commence quand, qui finit quand. Résultat. Fait, quoi. Résultat. Plus que le taf est fait, le résultat. Ouais. T'as cette responsabilité du résultat. Je m'en fous de comment t'as fait, où tu l'as fait, quand tu l'as fait. Voilà, c'est le résultat. Ok, tu dois arriver à ce chiffre-là. Et tu vois, on a des KPI qui sont assez détaillés. Comment ça se passe, les KPI? T'en discutes en équipe ou tu penses d'abord par toi-même et puis tu communiques? J'y pense et ensuite je les set up avec eux. Genre, moi, l'objectif, c'est que ce soit atteignable pour que eux débloquent leur bonus. Tu vois, l'objectif, c'est que ce soit win-win. Tu vois. Donc vraiment, je réfléchis moi au bon KPI parce que ça sert à rien d'en avoir des milliers. Parce que grosse erreur aussi que certains entrepreneurs font, c'est qu'ils ont un tableau avec 10 000 KPI alors que 2-3 clés suffisent amplement. Tu vois. Par exemple, pour les responsables d'antenne, ça va être le chiffre d'affaires. Tu vois, le taux de conversion. Vraiment des petits. J'allais en venir à ça, tu vois, la distinction entre les deux types de métriques, plus celles qui sont plus de vanity metrics, qui sont un peu là pour l'ego, comme le chiffre d'affaires, et d'autres qui améliorent vraiment le produit, les apprentissages validés, comme le taux de conversion. Est-ce que c'est des choses, en termes de métriques, de KPIs que vous mettez en place, au-delà du chiffre d'affaires et toutes ces vanity metrics-là, est-ce que vous avez typiquement ces métriques, ces KPIs qui sont propres à l'amélioration du service, à l'amélioration du produit, comme le taux de conversion? C'est quoi les choses que vous traquez pour être sûr que votre service s'améliore au fur et à mesure du temps? Alors, c'est le taux de conversion. Déjà, premièrement, ça, c'est hyper important. Donc, taux de conversion sur site web, sur le site et sur les devis. Tu vois, on a X nombre de devis entrants par jour. Combien on va en convertir? Déjà, site web aussi, donc automatiquement voilà. Et surtout le trust, tu vois, aujourd'hui, on a un Trustpilot, on a 4.9. On a pratiquement 400 avis sur Trustpilot avec 4.9, tu vois. C'est génial, c'est énorme, tu vois. Enfin, on a et ça, c'est ultra important pour moi. Garder les clients ultra satisfaits. Pourquoi? Vous avez un taux de répétition que vous traquez aussi? Parce que t'as la récurrence et t'as le bouche à oreille. Parce qu'un client qui est satisfait par tes services, t'en fais pas qu'il va en parler avec ses amis, il va en parler à sa famille. Dès qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ah, j'ai besoin d'une traduction. Ah, je connais un super site. J'ai fait avec eux, ils sont pas chers, ils sont ultra rapides. » Hop, tu vois. Donc, c'est un canal de vente supplémentaire. T'es pas cher? T'es pas cher? Ouais, par rapport au marché, ouais, tu vois, je suis à 20-30% moins cher que mes concurrents. Donc, par choix, parce que t'étais petit au début, ou il y a une autre raison? Non, c'est pour avoir un avantage compétitif aussi par rapport à la concurrence, tu vois. Donc, et comment tu te permets d'avoir ça? Ouais, c'est les process en interne, écoute. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Je t'ai dit, j'ai vu un problème, j'ai répondu au problème, tu vois. Donc voilà, c'est les process mis en place. Et c'est ultra important, justement, cette partie trust-là. Donc, tant que ton offre, en fait, est bonne, t'es rapide, t'as un prix qui est pas déconnant et que t'as un super service de qualité, ces 3 points-là, c'est important. Le délai, la qualité, le prix. Tu vois, c'est vraiment les 3 choses d'une offre qui sont ultra importantes. Donc, tous les entrepreneurs qui ont des idées ou autres, vraiment, c'est les 3 points ultra importants. Le tarif, le délai et la qualité de la prestation. Si t'arrives à être top performeur sur les 3, t'en fais pas que ça va se vendre facilement. Je propose de faire un petit bond en arrière. Pourquoi la traduction?
Donc, tu as eu ce problème, tu m'as dit, je suppose que tu as dû traduire un document et ça t'a fait chier. Exactement. J'ai dû traduire un document un jour, ça m'a fait tellement chier pour trouver un traducteur à des prix hyper chers. Tu contactes le traducteur, il te répond pas. Tu lui envoies un mail, il te répond après 2 jours. Tu vois, c'est vraiment chiant, quoi. C'était vraiment chiant. Donc je me suis dit, mais vas-y, c'est chaud comme truc, tu vois. Alors, c'était vraiment chaud. Et du coup, donc je me suis dit, vas-y, on va fournir un service ultra rapide. Donc là, aujourd'hui, un client qui a besoin d'une trad, tu appelles au téléphone, il y a quelqu'un qui te répond, il te fait un devis dans la minute, tu peux payer et le process commence. Ta traduction, tu la reçois entre 24 et 48 heures après, alors que les autres, ils te mettent 2 jours pour te faire un devis. Tu vois Ouais. et ensuite 4 jours pour 4-5 Le jours. temps que tu as le devis avec toi, ils Ça ont y déjà est, la t'as déjà ta trad et t'es parti, tu vois. Donc c'est ça le truc, c'est que l'efficacité. l'efficacité, c'est le service client, être là, présent, tu vois. On reçoit un devis, il est répondu dans les 5 minutes, le devis. Ouais. Il reste pas 1 heure, 2 heures, une journée, une demi-journée. En 10 minutes, t'as une réponse à ta demande de devis, tu vois. T'as des personnes dispo par téléphone, par mail, qui sont là 100%, tu vois. C'est ultra important. Donc pourquoi la traduction, ça m'a fait chier. Donc généralement, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi comme ça, ils commencent un business parce que ils ont un problème, ils trouvent pas une solution adéquate et ils proposent une solution à ce problème-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ok. Comment on démarre? Comment on Étape démarre 0,01. Étape 0. Vraiment, le conseil que je donne à chaque fois aux personnes qui me posent des questions, à mon entourage, tu vois, qui ont envie d'entreprendre, tester directement. C'est rien de rester un mois, Et la plupart des gens vont te répondre à ça, ok, mais je commence par quoi? Je veux bien tester, mais je fais quoi? Mais tu crées déjà, imaginons, on va prendre un exemple, ok? T'as un produit ou un service choisi, vas-y. Je vais faire une masterclass. Un service. Service de quoi? Donne-moi n'importe quoi. Service de podcasting en ligne. Non, tu vas podcaster en ligne, tu vas vendre à qui? Tu vas vendre à... Une plateforme qui permet d'enregistrer les podcasts en ligne. Ok. Donc, t'as ton truc de podcast en ligne. Premier truc que tu fais un site web. Ok. Tu fais un site web. Tu mets pas 2 mois à faire ton site web. T'essaies de faire un truc vraiment MVP de ton site web, un truc rapide. Soit tu le fais personnellement parce que t'as pas l'argent, tu te formes un peu sur YouTube ou autre. Soit tu m'appelles. Soit voilà. Soit si t'as un peu d'économie, tu vois, t'as un peu d'économie de côté, t'appelles Sacha, il va te faire un super site web. Donc tu fais un site ultra rapide, tu lances quelques publicités, tu vois, parce que c'est rien de... Moi, je vois certains entrepreneurs, ils disent, moi, je vais faire une stratégie SEO pour voir si mon projet fonctionne. Tu sais même pas si le projet est bien. Ton SEO va mettre 6 mois, 8 mois à donner des résultats. T'imagines, tu fais 6 mois d'investissement en temps pour après ton truc fonctionne pas. Tu vois? Oui, mais c'est gratuit. Ouais, mais t'as perdu 6 mois et peut-être t'es même pas sûr que ton truc fonctionne. Donc le SEO, ça vient après. Tu vois? Faut tester, lancer des campagnes ads. Dès que tu vois que t'as un peu de traction. Et déjà, même si t'as pas de site derrière, si tu fais des ads qui mènent nulle part, bah tu sais au moins que les gens ont cliqué et qu'ils sont intéressés par le pain. Bien sûr, voilà. On peut même vraiment aller... Mais bon, le temps que tu fais à faire une landing page, sincèrement, tu peux la faire, tu vois. Donc autant en créer une, ça va te prendre une après-midi au lieu d'aller faire du paddle, tu te fais une petite landing page. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est bon, tu te prends une après-midi, un week-end ou autre, tu fais ta landing page, tu crées ta publicité, et tu vois, et si tu vois qu'il y a de l'attraction, là, il y a les fake door landing page que j'aime bien aborder, c'est cette histoire de... T'as un bouton commander ou un bouton booker une démo ou passer commande, mais juste quand tu cliques, il se passe rien. C'est des métriques qui sont géniales parce que le mec était prêt à mettre sa carte, à appuyer. Et donc, t'as même pas passé de temps à développer un produit, une solution. Tu sais déjà qu'il y a une demande. Donc, t'as vendu avant de créer. Et quand t'as vendu avant de créer, t'as tout gagné. Parce que... Exactement. Et c'est là où tu te dis, OK, il y a quelque chose, je vais me mettre à fond dessus, je vais faire un bon site, je vais faire S'il y a pas quelque chose, si personne n'a cliqué, tu fais quoi? Bah, tu changes de truc. Tu changes de truc. Comment tu changes? Regarde, il y a 2 choix. Soit tu adaptes ton offre, donc tu vois ton site, tu changes le prix, tu changes les messages de ton site, tu changes ta proposition de valeur, donc tu restes un peu dans le même délire. Soit tu te dis, vas-y, ce projet, ça sert à rien de le faire, et tu réfléchis à une autre opportunité. Tu vois? Donc, je sais pas si par exemple, tu as envie d'ouvrir... Moi, j'ai ouvert mon projet tout seul, tu vois? J'ai 100% de l'equity. Il y a certaines personnes qui ont envie d'ouvrir avec leurs potes ou des personnes ou autres. C'est très simple. Tu fais une réunion avec ton pote ou autre, tu dresses une liste d'idées que t'as. Tu les testes tous. Voilà. T'as 10 idées, vas-y, on fait une liste de 10 idées, on va les tester une par une.
tout simplement. J'aime bien aussi l'idée de run 4, 5 campagnes pour chaque idée, avec chacun une fake door landing page, et tu décides de rentrer dans le projet ou juste à convertir le mieux parce que tu te dis potentiellement il y a plus de marché pour ce projet-là. Ça, si t'es une machine, tu fais ça. Si t'es une machine, t'as plein d'idées. Si t'es une machine et que t'es prêt à lancer 5 projets en même temps, ça, tu fais ça. Mais tu en lances pas 5, mais tu choisis celui qui a l'air d'avoir le plus potentiel. Oui, mais il faut faire 5 landing pages, 5 campagnes ads, tu vois, genre il y a aussi répliquer par 5 ce que tu vas faire comme test. Clairement. Ou sinon, tu peux tester un par un, c'est OK aussi, tu vois. Donc, tu testes idée par idée. Dès que tu vois qu'il y a une traction sur une idée, et que les marches sont intéressantes et que c'est cool, vas-y, à fond, go. Je te fais avocat du diable. Ouais, mais j'ai pas d'idée, moi. Je suis con. T'as pas d'idée? Enfin, là, j'ai pas d'idée, je sais pas, moi, j'ai envie d'être entrepreneur, mais je sais pas. OK. Ça, c'est très bien. Première chose, mindset. Très, très sous-coté. Avant même de réfléchir à une idée ou de lancer son idée, faut avoir le bon mindset, tu vois. C'est quoi le bon mindset? C'est déjà avoir un bon style de vie dans le sens où, tu vois, t'as le fixed mindset où t'es là, par exemple. Ouais, je suis quelqu'un qui me lève tard, je suis pas quelqu'un du matin, tu vois. Non. Ça, c'est une idée que tu t'es mise dans la tête. Tu peux devenir quelqu'un qui se lève tôt, tu vois. Faut que tu déconstruis toutes ces idées-là à la con que t'as en tête, tu vois, de je suis comme ça, genre, et te passer en mode déter, tu vois. Genre, tu deviens déter, tu te dis, vas-y, ça, c'est mon année. Je vais devenir une vraie machine. Je vais être consistant. Et l'autodiscipline, ça, c'est ultra important. C'est facile, la motivation, tu vois. Tu l'as une semaine, 2 semaines. Après, tu l'as plus. Qu'est-ce qui reste après? C'est la discipline, tu vois. Et ça, pour ça, très important, c'est de se poser avant même d'avoir une idée de projet, avant même d'avoir une idée ou de c'est un projet. C'est de te poser, te dire, OK, pourquoi? Le why. Pourquoi tu fais ce projet-là? Qu'est-ce que tu veux prouver à qui? Quelle chose t'as envie de heal, de heal en toi, tu vois, qu'est-ce que t'as vécu dans ta vie qui fait qu'aujourd'hui tu veux être entrepreneur et qu'est-ce que ça va guérir en toi, tu vois. Et moi je vois l'aventure entrepreneuriale comme une guérison, tu vois, tu guéris des choses en toi passées avec cette aventure-là. Donc faut vraiment que tu te poses, tu réfléchisses à ton why, tes objectifs, tu les mets c'est pas juste t'as en tête ton objectif, non, tu l'écris. Je veux être ça, je veux avoir ça, je suis. Et généralement, au présent, ça fonctionne très bien, mieux qu'au futur, tu vois. T'écris au présent comme si tu l'avais déjà. Et ça va te permettre, quand t'as une baisse de motivation par rapport au projet ou autre, c'est ton journal de bord, tu te réfères à ça. Chaque fois que t'as un petit coup de mou, tu te souviens pourquoi tu fais tout ça. Ton why, tu vois. Ça, ton why, il est écrit dans ta chambre, voilà, en grand. Même dans tes notes, tu vois. Moi, j'ai dans mes notes. Genre, je suis pas dans la chambre ou autre poster, non. Tu partages ton why ou c'est un truc très privé? Certains oui, certains non, tu vois. Donc, c'est quoi les why partageables? Les why partageables, c'est que moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de sécuriser mes proches, tu vois, genre ma famille, mes amis ou autres, genre, tu vois, je suis quelqu'un le provider, tu vois, genre c'est OK, vous inquiétez pas, je vais gérer les bails, tu vois, c'est un peu ça. C'est mon cercle proche, ne vous inquiétez pas, vous avez un problème, je vais gérer ça pour vous. Je suis là pour vous et je veux être cette personne-là qui va justement aider mes siens, tu vois. Ça, c'est ultra important. Donc, pouvoir être un pilier, en fait. Un pilier pour ma famille et mes amis ou autres. Quand quelqu'un a besoin de moi, il me trouve présent. Ça, c'est ultra important pour moi. Le deuxième point hyper important, c'est la liberté. Liberté. Je m'en fous, tu vois, le montant que j'ai sur mon compte en banque, tant que ça m'apporte la liberté dont j'ai envie moi, c'est-à-dire voyager où je veux, manger où je veux sans regarder le prix. Genre, tu vois, je suis pas quelqu'un de très dépensier, tu vois. Je suis pas quelqu'un en mode allez, tu vois, j'ai pas de montre, j'ai pas de truc, genre. Je suis vraiment quelqu'un de très chill, même mes affaires, je suis pas dans les marques de luxe ou autre, mais j'aime voyager. J'ai failli trop faire une blague sur le vêtement troué, après je me suis dit, arrête d'être lourd, mec. mais tu vois, moi j'aime voyager, tu vois, j'aime découvrir de nouveaux endroits. Quand je voyage, j'aime voyager en business, par exemple, tu vois, j'aime me faire plaisir, j'aime manger dans de bons restaurants, manger tu vois, de la bonne bouffe, de qualité, dormir dans de beaux endroits, tu vois, ça c'est mon kiff, tout simplement. Et faire plaisir aux personnes qui sont autour de moi, tu vois. Moi, quand, par exemple, je sais pas, j'ai quelqu'un qui voyage avec moi ou autre que j'invite, que ce soit un ami ou une copine ou autre, je laisse pas payer, tu vois. Je laisse pas payer parce que je t'invite, tu vois. La prochaine fois, tu veux m'inviter, toi, ok, vas-y, je t'invite, mais
Là, c'est moi qui t'invite. Je t'invite sur mon podcast, mec. Merci. C'est toi qui m'as payé le podcast. Ah ouais, mec, on est là. C'est toi qui paye la presta. Pour l'histoire, je vais au bureau de Lies avec tout mon matos. Et puis il me dit, mec, il y a une salle de podcast, viens, on se pose là-bas. Donc on installe le truc et tout. Et puis il y a le technicien qui commence à me parler des tarifs. Et je dis, ah ok, bon bah ok. on est là de toute façon. C'est parti. C'est Sacha qui invite aujourd'hui, les gars. C'est pour moi, les gars. C'est pour vous moi. inquiétez pas, c'est son podcast, c'est lui qui invite. Du coup, au sponsor. Ça fait plaisir. Mais non, ok, mec. J'ai bien aimé ce petit Du coup, truc voilà. de Donc, why. le why, C'est deep, ouais. hyper important, mindset. Lire des livres, ça m'a aidé énormément dans ma vie. Livres de développement personnel. Genre, faut changer son mindset, en fait, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'entrepreneurs. Donc, forcément, ça aide aussi parce que ce mindset-là, je l'avais depuis tout jeune. Monter des projets, prendre des risques et tout. Mais beaucoup de personnes que je connais n'ont pas cette facilité à prendre des risques, tu vois. C'est des barrières mentales qui sont présentes depuis le jeune âge et qu'il faut. Et c'est pas forcément une raison de pas se lancer, au contraire. Il faut les casser. C'est possible de les casser. Après, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Moi, je suis très d'accord avec toi. Après, je pense qu'il faut prendre des pincettes sur quelques trucs quand même. C'est que je pense qu'il y a des gens quand même plus adaptés à être entrepreneurs que d'autres. Bien sûr. Donc, c'est pas seulement une histoire de willpower ou de vas-y, moi, je vais me la donner, je suis déter. Il y a aussi des gens qui profitent plus que d'autres que d'être entrepreneurs. Des gens qui, juste, ça leur convient pas d'être entrepreneur. Ils peuvent avoir toute la déter du monde. Et heureusement, il faut de tout pour faire un monde, tu vois. Heureusement qu'il n'y a pas que des entrepreneurs. Tu vois. Sinon, il y aura un problème. Serait nul. On pourrait pas recruter alors. Oui, mais bien sûr, il faut des artistes, il faut des, tu vois, il faut. Ouais. Genre, c'est hyper important la diversité, mais il faut juste, si toi, tu as une âme d'entrepreneur au fond de toi, vas-y, tu vois. C'est ça le message, en fait. C'est si tu as cette âme d'entrepreneur, go, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des âmes d'entrepreneur, mais qui ne se lancent pas dedans. Qui ne suivent pas leur instinct et ne se lancent pas. Et moi, je parle à ces personnes-là aujourd'hui, tu vois. Si t'as pas le caractère et l'âme d'entrepreneur, c'est good, fais ton truc, fais autre chose. Et c'est tant mieux pour la société et pour toi et pour tout le monde. Mais si au fond de toi, tu as ce désir, au fond de toi, tu sens qu'au fond de toi, tu as envie de créer un projet, monter des équipes, grossir une team, etc., et un projet et tout, c'est à ces personnes-là que je parle aujourd'hui, tu vois. C'est à eux que je m'adresse. C'est fine que tout le monde ne veut pas être entrepreneur, tu vois. Ouais. Et pour ces personnes-là qui ne savent pas comment commencer, mindset, lire plein de livres, se développer personnellement, avoir une bonne hygiène de vie, ça c'est très très important aussi. Bien manger, faire du sport. Pour tenir aussi. Ouais, faire du sport, bien manger. Les personnes, tu vois, t'entourer de personnes qui sont pas toxiques dans ton environnement, tu vois. Si t'as un copain ou une copine, tu vis une relation toxique, mais c'est très compliqué d'entreprendre dans cet environnement-là, tu vois, ou des personnes de ta famille ou autre, tu vois. Faut vraiment essayer d'avoir un environnement très sain autour de soi, une bonne hygiène de vie. Tu te combines ça, un bon mindset et des livres sur le dev perso, et plus se former, parce que aussi tu peux avoir tout ça, mais t'as aucun skill de marketing, de vente ou autre. Tu te formes un maximum, tu te fais un peu d'économie, t'achètes des formations payantes, tu te fais accompagner ou autre, tu montes en compétences. Si tu fais tout ça bien, tu lances plusieurs projets jusqu'au jour où il y a un projet qui va commencer à décoller un peu. Qui va décoller. Et quand ça décolle, je peux te dire que ça décolle, quoi. C'est pas le petit décollage, tu vois. Ça décolle. Si ça prend bien, quoi, tu vois. Et là, faut être prêt. C'est un truc qui est chouette. Tu fais une belle transition pour aborder ça. Bon, quand t'as un truc qui décolle, bah, a priori, t'étais pas prêt avec que ça décolle. Donc, il faut vite, mettre en place des process, s'adapter à ça parce que par croissance, tu crées par définition du chaos et après tu commences à organiser ce chaos. Raconte, toi, c'est passé comment? Je pense que cette croissance, d'abord, ça a été en France quand t'as ouvert la France. Tu fais ton petit site web dont tu parlais, t'as ces commandes qui viennent, je suppose au début c'est informel, tu discutes comme ça avec les gens et puis voilà, il commence à y avoir de plus en plus de clients. Raconte un peu, Alors, on est en quoi déjà, 2023, 2022 à ce moment-là? Ouais, 2023. Ce qui est ultra important, c'est plus que le chiffre d'affaires haute, c'est le cash. Ça, c'est ultra important. Tu vois, il y a un livre qui s'appelle Collect Early, Pay Late. Je sais pas si tu connais, mais c'est un super livre. Mais en gros, il t'explique que tu dois collecter le plus tôt possible l'argent de tes clients. Donc, tu te fais payer très rapidement et tu essaies de payer tes prestataires et tes fournisseurs le plus tard possible. Comme ça, tu dégages un fonds de roulement. Voilà, exactement. Et ça, c'est ultra important. Combien de boîtes qui étaient en hyper croissance
se sont plantés parce qu'ils n'avaient pas de cash. Il y avait tellement de clients, tellement de clients, mais derrière, il y avait tellement de prestataires à payer que le cash ne suivait pas. Donc, tu as deux choix. Soit tu fais un prêt à ce moment-là, soit tu fais rentrer un investisseur qui va t'apporter ce cash pour cette croissance-là. Mais de préférence, si tu comptes te lancer seul, sans partenaire financier, entre guillemets, que ce soit banque, investisseur ou autre, il faut absolument que tu aies une bonne marge et que tu aies du cash. Quand je dis cash en réserve, c'est tes clients te payent rapidement, l'argent arrive vite sur ton compte et tes fournisseurs, tu les payes après un mois et demi. Et en fait, cet argent-là que tu vas générer pendant un mois et demi, tu vas l'utiliser pour investir dans ta croissance. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une entreprise autofinancée. La croissance est financée par l'entreprise grâce à sa croissance et à ce système-là. Et ça, c'est ultra important parce que c'est cash is king, tu vois. Tu peux avoir le plus gros chiffre d'affaires possible. Si t'as pas de cash dans ton compte en banque, tu peux rien faire, tu vois. Tu peux rien faire. Donc voilà, ça c'est ultra important. Quoi d'autre? Donc par rapport à la croissance, ce qui est très important, c'est de bien s'entourer. Donc je reviens au fait de recruter. Donc et il faut faire attention à pas avoir une croissance trop rapide non plus, tu vois. Moi, quand j'ai augmenté les Problème de luxe. Oui, c'est ça, c'est problème de luxe. Quand j'augmentais j'avais une croissance, je faisais attention à pas trop augmenter les budgets publicitaires d'un coup. Tu vois, c'était step by step. OK. On arrive à ce palier-là. Avant de faire enfin, où t'as commencé direct, dès que t'as eu ton site web, t'as commencé à faire des pubs directement? Oui, c'est ça, j'ai lancé des pubs, ça a fonctionné. Tu faisais du cold calling toi-même? Oui, t'en as pas même pas de cold calling, c'est que des demandes entrantes. On fait pas de prospection chez nous. Aujourd'hui, tout notre chiffre est généré sans prospe. Mais des ads, quoi. Oui, des ads. Du coup, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est genre juste gérer les demandes entrantes, les convertir. Au fur et à mesure, tu améliores ton process avec le temps, tu scales. Et ce qui est beau, c'est que dans cette aventure, à chaque nouveau palier, tu as de nouveaux problèmes. Parce que, tu vois, il y a une expression qui dit petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Avec le business, c'est pareil, tu vois. Donc, plus ton business grossit, plus tes problèmes grossissent aussi. Voilà. Plus, et pour ça, il faut bien s'entourer, tu vois. C'est la partie légale. Par exemple, j'ai eu un problème avec un de mes concurrents parce que j'ai tellement pris de part de marché rapidement qu'il est venu m'attaquer sur le nom de marque, tu vois. C'était quoi son... Ouais, non. J'avais 22 piges, un truc comme ça. T'imagines? Et quoi, tu reçois un courrier? Je reçois un truc en mode t'es attaqué, nanani. La boîte, je sais pas quoi, et ils sont, je sais pas combien dans la boîte. La CEO, elle a 40 piges voire plus. Moi, j'étais là, c'est quoi ça? Tu vois, j'ai eu peur à ce moment-là. J'ai eu peur juste. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un super cabinet d'avocats. Dieu merci, Jonathan, je t'aime. Dédicace à toi, Jonathan. Voilà, qui m'accompagne jusqu'à maintenant. Et il m'a dit, t'inquiète, ils ont pas le droit de t'attaquer sur ça et c'est n'importe quoi. Et ça se voit que tu leur prends tellement de part de marché qu'ils veulent juste te faire chier et te faire peur. Donc t'inquiète, je vais t'accompagner, tu vois. Et c'est ultra important. C'est quoi ta réaction? T'as été voir un avocat direct? Ouais. C'est genre... Non, là, c'était ça y est, genre... À ce moment-là, t'étais peut-être à tout début, t'avais pas encore trop de budget, t'as pas eu peur d'aller voir un avocat? Non, parce que forcément, parce que c'est quoi? Parce que ça, tu peux le voir de deux manières. Ok, ça peut paraître quelque chose de mauvais, mais c'est la preuve de la réussite. Si tu fais chier... C'est le cas, c'est que tu commences à prendre trop de place. Voilà. Et moi, je l'ai vu comme ça aussi à ce moment-là. Je me suis dit, il y a une part de moi qui, genre, j'avais la trouille, et l'autre part, putain, je l'ai fait chier, tu vois, genre, j'avais ce côté-là. Et du coup, à ce moment-là, ce qui est important, c'est forcément, si tu arrives à ce niveau-là de les faire chier, c'est que tu as généré un certain revenu, donc tu as du cash qui est généré, donc voilà, et donc tu te fais accompagner, tout simplement. Parce que là, si tu fais un peu de cash, t'en fais pas que tu vas faire chier personne et personne va t'attaquer, tu vois. Donc tu arrives à un certain palier, on commence à te faire chier. Ok, fine, tu vois, faut pas trop s'énerver, stresser ou autre, tu te fais accompagner. Chill, tant que t'as rien fait de mal, chose qui était mon cas, tu vois, j'ai pas fait de concurrence déloyale ou autre, j'étais très honnête. Fine, tu te fais accompagner et ils ont rien à dire et tu continues ton biz et ta croissance tranquillement, tu vois. À ce moment-là, t'étais encore tout seul? Ouais, j'étais moi et une autre personne. Donc, on était deux encore. Donc au début, ça se passe comment? Tu fais tous tes sites web toi-même, tes pubs toi-même, t'apprends genre toutes les parties de ton business par toi-même? Oui, en fait, c'est ça. Ou sinon, tu te fais un peu d'économie, tu vois, genre
J'avais 500 € à peu près. Je les ai investis à faire un site web avec un freelance ou autre. Ouais. Ouais, je l'accompagne aussi, je le fais en parallèle avec lui. Donc t'accordes beaucoup de temps en fait, d'énergie. Tu vois, au début. Et tous tes clients, du process de A à Z, je suppose, c'est toi qui t'en occupes. Tu fais le process de A à Z exactement. Et tu t'en occupes et tu gères tout. Tu gères tout de A à Z. Et plus tu grossis, plus tu vas déléguer. Comme ça, tu peux consacrer ton temps à la croissance. Tu vois. Ça, c'est ça qui est important. Ouais. Donc, parce que je vois aussi, il y a pas mal d'entrepreneurs qui veulent absolument tout délivrer eux-mêmes à 100%, mais ça t'empêche de croître, Coco, tu vois. Ouais. Tu vas te limiter. Ouais. Tu vas te limiter à un certain palier de chiffre d'affaires. C'est un travail que toi, j'ai l'impression que la transition s'est faite assez naturellement, mais j'ai l'impression pour pas mal d'entrepreneurs, c'est quand même une étape de déléguer les choses parce que d'office, ça sera pas 100% comme toi, tu l'aurais fait. Faut détacher ton ego de ça et de genre justement se détacher et fine, tu vois. Ouais. Tu vois, si Parce que c'est un truc d'ego aussi de se dire mon entreprise peut tourner sans moi. C'est ça. Tu te rends compte qu'au final, c'est ça. Et moi, j'ai pas du tout cette partie égo là, tu vois, genre je m'en fous. Moi, au contraire, je serais hyper heureux. T'es fier. Voilà, et moi ça c'est bon process en place, c'est un truc qui tourne sans moi. Ouais. C'est ça, moi j'adore ça, tu vois, j'ai pas ce problème là d'ego ou autre par rapport à ça, tu vois. Donc ce qui est ultra important, c'est justement pouvoir déléguer et c'est fine, tu vois, genre si toi une tâche, tu mettais 2 heures à la faire, mais que la personne que tu recrutes va mettre le double, donc 4 heures. OK, c'est normal. Ouais. C'est normal, tu vois. Faut pas lui en vouloir à cette personne-là. C'est normal. Si elle le faisait comme toi en 2 heures, elle ferait son propre projet aussi, tu vois. Un peu. Donc c'est fine, tu vois. Donc tu dois accepter ça et tu te dis, ok, ce temps-là que je gagne, ces 2 heures-là, je vais les consacrer à faire quelque chose qui va m'apporter beaucoup plus de valeur. Ouais. Et j'ai eu cette gymnastique d'esprit très très tôt, où j'ai délégué très rapidement plein de choses, ce qui fait que ça m'a libéré énormément de temps et ça m'a permis d'investir ce temps-là dans la croissance. Top. Voilà. Les premiers recrutements, tu recrutes quoi en premier? Alors, j'ai recruté une bras droit CEO pour m'accompagner sur toute la partie admin, tu vois, tous les trucs chiants un peu, genre administratifs, les démarches, les trucs, donc tu vois, tout ça, donc tout ça j'ai délégué. Ensuite, c'est les opérations de manière générale, c'est la relation avec le traducteur, la relation avec les traducteurs, tu vois. Les opérations de manière générale, la gestion des commandes, donc voilà. Donc c'est cette partie-là que j'ai déléguée. Tu vois, donc vraiment tout ce qui est opération. Et la dernière chose que j'ai déléguée, c'est la partie croissance, c'est genre la partie ouverture de nouvelles antennes. Ouais. Où je suis encore un peu impliqué dessus, mais c'est juste cette partie-là. Les traducteurs, tu les trouves comment au début? Bah, les traducteurs. Parce que je suppose ça c'est la partie où dès le début t'as pas pu faire toi-même parce qu'il faut être assermenté. Oui, tu sources, tu vas chercher les traducteurs. Tu les trouves comment? Tu les trouves. Plateforme de freelance, tu les trouves, tu les cherches, tu les trouves, tu notes des partenariats avec eux. Et voilà. Donc voilà. Et donc voilà, donc vraiment élément central dans un business qui croît, c'est le recrutement. C'est vraiment la chose, je pense, la plus importante où toi en tant que CEO, tu dois vraiment t'assurer que les personnes qui rentrent dans ta team, c'est des frappes. Tu vois, c'est vraiment des limite, tu t'en as qui sont bien meilleurs que toi dans plusieurs domaines. Ouais. Ça, l'objectif, c'est de recruter des personnes qui font les choses mieux que toi. Tu vois. Et ça, c'est ultra, ultra important. Parce que si tu recrutes en fait, c'est quoi? Parce que si tu recrutes tes premiers recrues, elles sont top. Leurs standards sont élevés. Donc, eux qui vont gérer les futurs recrutements. Ils vont être aussi élevés. Voilà. Donc c'est ça. Ça se fait dès le début. C'est ça. Donc, dès le début, il faut que ton cœur d'équipe soit ultra chaud, ultra fort. Comme ça, quand c'est eux qui vont gérer les recrutements, ils ont déjà des standards élevés. Tu vois. Il faut garder ce niveau-là de standard et jamais baisser. Parce que moi, j'ai eu plusieurs personnes, ils sont rentrés. Elle restait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, c'était au revoir, tu vois. Et c'est pas bon aussi, ça met un peu une ambiance un peu chaotique dans la boîte où les gens rentrent et sortent comme dans un moulin. Bien sûr. Et t'as des personnes surtout qui sont aussi toxiques. C'est comme dans la vie. Tu vois, t'as des personnes comme, une entreprise, elle est faite de personnes. T'as des personnes qui sont toxiques. Elles peuvent être hyper bonnes en skills, tu vois, elles travaillent super bien, mais toxiques, font des problèmes, racontent sur le dos des autres des trucs, des conneries, tu vois, tout ça, ça a un impact sur ton business à la fin. Donc, faut s'entourer de personnes qui sont positives, tu vois, des énergies solaires, tu vois, genre vraiment good vibe, ils sont orientés solution plus que problème, tu vois, des personnes qui se plaignent sans arrêt, non, vraiment personnes orientées solution, positives, qui sont pas toxiques, tu vois, pour leur entourage et tout. Et t'essaies de créer ta petite famille comme ça, et tu développes, tu vois.
Et bien sûr, ces personnes-là, pour les attirer, Tu fonctionnes beaucoup quand même sur l'humain dans tes recrutements. oui, voilà. Il faut vraiment un match, un fit. L'attitude de travail. Il y a un gars, je sais plus c'est quel épisode, mais il disait quand je recrute quelqu'un, c'est un mec où je me dis en fait, je pourrais partir en vacances avec lui. Oui, ça serait... c'est l'attitude face au travail. Tu vois, tu peux recruter quelqu'un qui est hyper fort, mais s'il n'est pas assidu et il n'a pas une bonne attitude face au travail, ça sert à rien. Alors que si tu te recrutes une personne qui est parfaite, qui a une attitude parfaite, le travail, tu lui apprends, c'est fine, tu vois, elle monte en compétence avec toi, c'est cool. Ouais. Ce qui est très difficile à changer, c'est l'attitude d'une personne, tu vois. Donc, il faut vraiment prendre les personnes avec une bonne attitude et un bon mindset. Le reste, ça s'apprend. Donc, et ces personnes-là, pour les attirer et les garder surtout, parce que quand tu recrutes ces bons éléments, faut les garder, faut leur donner de la reconnaissance, une bonne rémunération, un bon environnement de travail, des challenges. C'est ça le rôle aussi d'un bon CEO. Ouais. C'est garder un bon environnement de travail pour que ces équipes, justement, soient épanouies et qu'elles travaillent de manière en cohésion et hyper épanouies, parce que finalement, c'est win-win-win pour tous, tu vois. C'est l'alignement. Tu alignes les intérêts de ton entreprise aux intérêts personnels de chacun et à tes intérêts personnels à toi. Ouais. Et ça vaut dans plusieurs domaines de la vie. Très belle explication. Bien aimé. C'est cool. Je reviens sur cette histoire d'ouverture de pays. Ton deuxième pays, c'était quoi? C'était l'Allemagne. L'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Comment tu choisis tes pays? Et comment tu les ouvres? Alors, comment je les choisis? C'est en fonction du marché. Donc, je vois le pays où il y a un fort besoin de traduction, forcément. Donc, qui dit fort besoin de traduction dit un pays d'émigration. Pas mal de personnes qui vont s'installer dans ce pays-là, des étrangers. Donc, les taux d'émigration, c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà, très important. Là, tu me parlais des Émirats, c'est un des facteurs. Parce que pas mal de personnes qui, justement, vont s'installer là-bas. Donc, t'as ça. T'as aussi les tarifs, parce que ça sert à rien d'aller dans des pays où le pouvoir d'achat est faible, tu vois, où le pouvoir d'achat est faible, donc tu te focalises sur les pays où le pouvoir d'achat est élevé. Comme ça, toi, tu peux avoir des marges confortables et t'es tranquille. Donc, deuxième critère. Et voilà, c'est les deux principaux critères. Et il y a un besoin, quoi. Tu as besoin de trad, il y a des démarches administratives. Bon, ça dans chaque pays, mais il y a des pays, certains pays où il y a plus de démarches que d'autres. La concurrence, tu le prends en compte ou toi t'arrives, tu casses tout et puis en fait, tu prends des lettres, des huissiers chez toi qui disent. Je prends la concurrence en compte, c'est clair, mais j'essaie à chaque fois de me différencier de mes concurrents. Tu vois. À part sur le prix, t'as d'autres facteurs différenciants? Bien sûr. Comme tu disais, le délai ultra rapide, délai d'exécution, le service client, les sites, tu vois, genre que ce soit un site clean, facile d'utilisation. Il y a plusieurs points où tu peux te différencier, tu vois. Et c'est pas parce que il y a déjà des concurrents dans un marché que tu peux pas proposer quelque chose de meilleur. Tu vois, faut vraiment avoir cette gymnastique d'esprit-là où se dire, OK, j'ai envie de lancer ce projet-là. Il y a des personnes, elles vont avoir envie de lancer un projet, elles vont voir qu'il y a des concurrents, elles vont se dire, non, c'est pas la peine, je vais pas lancer, il y a déjà des personnes. Non, c'est beaucoup plus facile de prendre quelque chose qui existe déjà et d'apporter quelque chose, enfin, plus de valeur, que d'inventer quelque chose. C'est parce qu'il y a déjà un marché. Le piège de la niche vide aussi. Voilà. T'as déjà un marché. Quelque chose parce qu'il y a rien, mais au final, pourquoi il y a rien? C'est parce qu'il y a pas de demande. Par contre, si tu vois un marché, tu vois des concurrents et que toi, tu peux pas te différencier par rapport à eux et que tu vas pas apporter de la valeur par rapport à eux, par rapport au pilier que je t'avais expliqué plus tôt, ça sert à rien aussi de rentrer. Parce que comment tu vas te différencier? Donc vraiment, faut se différencier. Que ce soit par ta brand, par les tarifs, par le délai, par la qualité de service. Il faut que tu te différencies absolument. Donc si tu sais que tu vas pénétrer un marché et que tu vas être différent des autres concurrents en mieux, go. Tu vois, go. Comment tu fais ressortir ça dans ton offre, ces facteurs différenciants quand tu rentres dans un pays? Est-ce qu'il y a des adaptations locales à prendre en compte? Je sais que tes noms sont cherchés aussi pour s'adapter au pays, les couleurs des sites web, le marketing que tu fais. Comment tu adaptes tout ça dans un pays quand tu rentres? Très important, la proximité. Les clients, ils adorent quand ils sentent que le business est proche d'eux. Donc que ce soit l'humain ou la charte graphique ou l'offre en soi, tu vois, le langage, tu vois, c'est hyper important. Donc, comment je fais? C'est très simple. Par exemple, pour l'Allemagne, c'est un nom de domaine .de, nom de domaine, un email .de, un numéro de téléphone allemand, une adresse en Allemagne, tu vois, tu vois, quelqu'un qui parle avec eux au téléphone, c'est un natif allemand, tu vois, très important. Il y a pas juste la langue, il y a la culture aussi. Donc, chaque pays, il y a pas, c'est ça, enfin, moi, je peux te dire, je parle espagnol, mais je peux parler parfaitement espagnol, mais j'ai pas vécu en Espagne, donc j'ai pas la culture espagnole. Très important d'avoir des personnes qui ont cette culture. La trust, elle est basée aussi. Voilà, c'est ça.
les couleurs aussi, le choix des mots que tu vas utiliser, les stratégies marketing. Ça, tu passes par des agences locales à chaque fois Non, pour c'est faire moi ça? à chaque fois, Ok. je gère tout. Avec ton Les cher décisions, ami les GPT. décisions, ouais, voilà. Et même, je regarde un peu ce qui se fait, je regarde les concurrents ce qu'ils font, le wording, les spécificités de ce marché-là, et je m'adapte et je teste, tu Ouais. vois. Je teste, ok, ça a pas fonctionné, c'est pas grave, je vais changer. Ouais. Hop, jusqu'à ce que tu itères, jusqu'à ce que tu arrives à un truc qui soit à peu près clean. Ok. Et quand tu dis tu testes, tu vois que ça fonctionnait, ok, en dehors de l'outil de Orgat, c'est ça? Hotjar. Hotjar, ouais. C'est quoi les autres choses que t'as mis en place quand t'es rentré dans un pays, mais ça a pas fonctionné, t'as dû t'adapter? T'as des exemples là qui te viennent en Ouais, tête? alors l'Allemagne, ça a mis du temps à décoller parce que les Allemands sont très, 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 très difficiles, les clients allemands. Donc, Ok. ils veulent que tout soit carré, soit clean, tu vois. Enfin, tu connais un peu le mindset allemand. Allemand, ouais. Donc, on a mis du temps à décoller, mais une fois que ça décolle très bien. Et en fait, on a dû faire plein de modifications de site, changer les images, changer la rédaction du site. Et Comment tu sais ce qui a changé? bah, tu testes, tu Ok. vois. Tu testes. Ce que je faisais, c'était très simple, tu vois. J'allais discuter, je trouvais des potes allemands à moi ou des connaissances de potes. Je dis, vas-y, viens, je vais te filer un billet de 50 €. Viens, tu vas passer un peu de temps avec moi. Tu vas me donner ton avis sur mon site. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est Ouais. pas bon, qu'est-ce qui te paraît bizarre, tu vois, toi en tant qu'Allemand. Et tu fais un petit focus group comme ça avec Ouais. quelques personnes. Et direct, t'as de la valeur, tu vois, tu modifies. Ensuite, ok, ça fonctionne mieux. On refait le même travail, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies un truc qui soit à peu près clean. Parce que, en fait, ce qui est important, et ce que je vois beaucoup chez certains entrepreneurs, c'est que ils ont envie de faire des choses qui vont leur plaire à eux. Ouais. Sauf que ça, c'est un big piège, tu vois. Moi, je m'en fous que ça me plaise, tu vois. Ça peut être hyper moche pour moi, si ça plaît à mes clients, c'est le plus important. Et en fait, j'ai ce détachement-là de me dire, ok, je peux trouver ce site hyper moche, moi, mais mes clients, ils le trouvent super, Ouais. tu vois. Et il faut avoir cette gymnastique-là de te dire, ok, je vais faire quelque chose, pas pour moi, mais pour mes clients. D'où l'intérêt aussi, l'industrie voilà, t'as pas forcément de l'affinité avec elle, t'es beaucoup plus détaché de Oui. ton avis personnel à toi, parce que c'est pas forcément ton domaine de prédilection, quoi. C'est un point, ouais. Oui, du coup, voilà. Donc c'est très important de se mettre à la place, avoir cette intelligence émotionnelle-là et cette empathie et ce recul et de se dire, vas-y, je vais faire quelque chose que mes clients vont trouver top, pas que moi je vais trouver top. Ouais. Et parfois, on a un raisonnement qui est faux aussi, en se disant que si moi je le trouve top, mes clients vont le trouver top. Sauf que non, Ouais, c'est pas non, vrai. c'est pas vrai. C'est pas vrai. La plupart du temps, ce que toi tu trouves top, tes clients ne le trouvent pas top et inversement. Ouais. Il faut avoir cette faculté-là de se dire, ok, je vais faire quelque chose qui me plaît pas à moi forcément, mais que je sais que ça va cartonner chez mes clients. Ouais. T'as des marchés que t'as ouverts, mais tu t'es retiré parce que ça marchait pas, ou à chaque fois... Ouais. Alors les States, les States, j'ai ouvert aux États-Unis, mais c'est ultra, ultra, ultra concurrentiel dans le sens où j'ai pas réussi à justement pour l'instant à proposer quelque chose de différenciant. Justement, on revient sur le point différenciant. Donc c'est un marché encore à retravailler. C'est un gros marché. C'est un chouette marché, c'est un marché énorme avec une langue principale. C'est ça. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air parce qu'il y a une forte concurrence, tu vois. Ouais. Énorme concurrence et les concurrents, ils sont solides. Ils sont chauds. Ils sont solides, tu vois. Aux US, c'est ça, il y a un point, enfin, on peut en discuter là si tu veux, mais les Américains, ils sont à des années-lumière de l'Europe, tu vois, en termes de process. Ils sont très, très chauds. Très chauds. Tu vois, vraiment, combien de business qui ont excellé, ils copient quelque chose qui fonctionne aux US et le font en France, en Belgique, en Europe ou autre. Combien de concepts, tu vois? T'es allé sur place pour essayer de le lancer sur place, comprendre ce qui se passe? Ouais, je suis allé à Miami une semaine et quelques. Pour le travail ou? Ouais, pour le taf. J'allais, voilà, j'avais quelques rendez-vous de taf là-bas. Tu fais quoi quand tu vas sur place physiquement dans un pays? Moi, quand j'ouvre des pays, j'y vais pas physiquement. Je suis allé physiquement pour des trucs administratifs, du coup, là-bas. Mais sinon, ouais, genre, je suis allé voir un peu comment ça se passait. Regarde, un des pays que t'as ouvert, t'as jamais été? Bah, en Allemagne, en Italie. T'as jamais été en Allemagne? Bah, non. Ok. Génial. Hein, au UK. Ok, top.
Tu vois, ne pense pas que je vais voir. Non, je pars pas. Ouais. Tout se trouve sur Internet aujourd'hui. Ouais, non, Pourquoi tu vas aller faire quoi? Tu peux faire des appels téléphoniques, des visios. Ouais. Tu te promènes sur Google Maps. C'est bon. C'est comme si t'étais allé. Tu vois. Street View, c'est bon, j'y étais. Mais c'est fou. Avec la technologie aujourd'hui, t'as même plus besoin de te déplacer sur place. Ouais. Tu peux tout faire à distance. Tu vois? Ouais, 100%. Donc, ça sert à rien de se déplacer. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Donc, le marché US, très, très compliqué. Très marché compliqué en termes de trad. Très, très, très chaud. Donc, voilà. Donc, depuis le début, je suis teasé par un truc que tu m'as dit en off, et j'ai hâte de savoir. C'est quoi cette histoire au Guatemala? C'est pas Guatemala, c'est Guadeloupe. Ok, pardon, déjà je me trompe. Déjà, il se trompe. Tu vois, vous avez un host qui n'est pas très bon, hein, vous voyez. Écoutez, mais moi j'ai un invité aussi difficile, il veut pas me raconter les histoires. Moi, je vous conseille de changer de podcast, là. Partez tous, c'est fini. Ça y est, partez d'ici. C'est pour ça que je parle pas beaucoup, je laisse les invités parler, parce que moi je dis que de la merde. Tu vois, il me parle de Guatemala, il est fou, quoi, lui. Remontez-le dans les commentaires, hein, moi je vous dis. C'est pas comme ça qu'on s'occupe de son invité. Il est maltraité. Oui. Pauvre de toi. Je rigole. Alors, cette histoire, elle est très drôle et ça reflète énormément la personne que je suis aussi, d'une certaine manière. Simple, j'étais en stage à Paris, dans une boîte sympa, que je vais pas citer parce que voilà. Et là, je décide de partir en Guadeloupe avec un pote à moi. Mais pas partir n'importe comment. Genre, déjà, la décision, elle s'est prise à quelques jours près, tu vois. C'était un jeudi, on a pris un aller simple pour mardi, donc quelques jours après. Donc vraiment sur un coup de tête. Et on voulait partir, mais pas en mode vacances ou autre, tu vois. C'était en mode expérience sociale. Donc c'était quoi? On allait prendre 50 € dans les poches chacun, en cash, prendre un aller simple, aller là-bas et se démerder. On avait nulle part où dormir le premier soir, ni des contacts. Personne. C'était un challenge? Ouais, c'était un challenge. On s'est lancé un challenge en mode, je vais prendre 5 à la Pékin Express un peu, tu vois. Je prends 5, Pékin Express, ils ont même pas d'argent, mais on s'est dit, on prend 50 balles chacun dans les Pékin Express de luxe. De luxe, t'as 50 balles. 50 fois mieux que, non, je crois qu'ils ont 1 €. 1 € par jour. C'est ça qu'ils ont? Oui, c'est 1 € par jour. Toi, t'avais jour. 50 € pour 50 € pour survivre. Okay, c'est tout. Il y avait pas de plus, tu vois. C'était survie totale. On arrive sur place là-bas, on fait du stop. Arrivé à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, on fait du stop pour nous emmener à la marina du bas du fort, parce que moi j'aime beaucoup la navigation, donc c'était là-bas, on va dire, on est allé voir un peu comment ça allait se passer. Et simple, on commence à parler aux gens. Bonjour, est-ce que vous voulez bien nous héberger pour ce soir ou quelques jours? On peut faire le ménage, la cuisine, de la peinture, du repassage, n'importe quoi. Juste donnez-nous un toit, quoi. Genre, on peut faire tout ce que tu veux. Non, que des refus. Tu vois, et ça, mine de rien, tu vois, ça t'apprend à être à l'aise avec le rejet. Le rejet, exactement. Et ça, c'est ultra important pour un commercial ou autre, d'être à l'aise avec le rejet. Tu prends des portes et non, on a eu peut-être 17 personnes, non, on essayait tous les moyens. Heureusement, on a eu de la chance après la 20e tentative. Donc, Caro, super personne sauveteuse en mer, qu'on a au téléphone parce qu'on est parti à un bureau de tabac, le bureau de tabac de Nathalie. Même pour trouver un logement, t'as fait du cold calling. Ouais, tu te déplaces pas sur place. Bureau de tabac de Nathalie. On dit à Nathalie, on cherche un endroit dormir. Elle a dit, OK, j'ai une amie à moi qui est sauveteuse en mer, qui s'appelle Caro, avec son mari, et ils ont plusieurs bateaux voiliers sur la marina qui louent sur Airbnb. Peut-être qu'elle peut vous dépanner. Okay. Vas-y, appelle-moi Caro. Et comment le truc? On est en mode challenge survivre sans argent, ou tu t'appelles juste comme ça? Salut Caro, écoute, on est deux jeunes, Lies et Aziz, et voilà, on a nulle part où dormir. Nat nous a dit que tu avais plusieurs bateaux que tu louais sur Airbnb. On veut bien se faire héberger si possible, on peut faire la peinture. Elle fait, ouais, bon, c'est 50 € la nuit. J'ai fait, écoute Caro, 50 € c'est tout ce qu'on a, on a chacun 50 balles. On peut pas, c'est pas possible. Mais tu lui dis que c'est un challenge ou? Non. Okay. Et là, elle fait, OK, 30 € la nuit. J'ai fait, mais en fait, t'as pas compris, Caro. C'est pas possible, on peut pas donner d'argent, donc c'est soit t'acceptes qu'on te donne des services en contrepartie, soit c'est pas la peine, tu vois. Elle fait comme ça. Vu que je suis pas une salope, tu mettras bip après si besoin. Vu que je suis pas une salope, restez au bureau de Nat, le bureau de tabac. J'arrive, on va discuter de vive voix. OK.
Elle vient avec son mari, nanani, bonjour, voilà. On lui explique un peu l'idée. On était à Paris dans de super boîtes, nanani. On est venu comme ça. Elle nous offre quelques bières, tu vois, genre là, on Ok, ouais. sympathise et tout. Elle fait bon, ok, vous avez jusqu'à samedi. Donc c'était un mardi. T'es arrivé mardi. Vous avez jusqu'à samedi. Je vous laisse le bateau. Par contre, j'ai un peu de peinture, donc je vais vous ramener du matériel pour la peinture, le ponçage, etc. Vous allez me faire. Ok, ça marche. Mais après, samedi, vous dégagez, parce que j'ai des voyageurs qui arrivent. Ok, ça marche. Déjà, on a sécurisé un endroit où dormir. Le premier jour. Stylé. On a sécurisé un endroit où dormir jusqu'à samedi gratuitement, sur un bateau. Ça, voilà. C'est déjà pas mal. Stylé, ouais. C'est stylé, déjà. Le voyage, il prend une autre tournure, là. Déjà. Voilà, on dort sur le bateau, on se réveille le lendemain matin très tôt avec décalage horaire, il était 5h du matin sur place ou autre. Et là, on se dit, avec mon pote, ok, maintenant on a sécurisé un endroit où dormir, il faut qu'on fasse du cash. Il faut qu'on fasse du cash. Maintenant, c'est bon. Là, il faut rentrer du flouss. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour de tous les restaurants de la marina, un par un. Et on leur dit oui, bonjour, on veut travailler à la plonge, n'importe quoi, donnez-nous du taf. Ils nous prennent nos numéros, on vous recontactera, nanani, nanana. On les fait tous, aucun nous a pris directement. Voilà, c'est là la beauté du truc, c'est qu'on a aucune. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Au lieu de juste se dire ouais bon, on attend, on va attendre que nous contactent, on s'est dit non, on va essayer de tout faire de l'argent maintenant. Et regarde en fait comment les choses sont liées, et c'est ça la beauté de la vie, c'est quand vraiment tu mets les efforts pour, les choses reviennent à toi de manière presque naturelle. On s'est dit, on doit faire de l'argent maintenant. Donc moi, je suis resté regarder un peu dans la marina. Qu'est-ce qu'ils font pas ici? Il y a personne qui vend du popcorn. Vas-y. On est parti à un supermarché. On a acheté pour 22 € de matériel de popcorn. 22% de notre budget. Je m'en souviens encore, t'as vu? Parce que pour nous, Chaque 44% de votre budget. Ah non, non, à deux. À deux, oui, 22 €. Donc t'imagines, pour nous, c'était énorme comme investissement. On a mis 22% de nos économies pour acheter des popcorn. Ouais. Je me souviens encore de la facture, c'était chaud. Ouais. On rentre sur le bateau, on a les gobelets, les trucs, tu vois, on a acheté tout le matos, on cuit le popcorn. Tu le cuis à la casserole, quoi. Ouais, cuit à la casserole, exactement, à la casserole sur le bateau. On sort, Aziz, il tenait le truc de popcorn, et moi, je vendais. Et on a fait deux offres, le petit gobelet à 1,50 € et le gros gobelet à 2 €. Et en fait, on a fait une grosse différence sur le deuxième gobelet, était beaucoup plus rempli, ouais. Mais c'était justement pour donner envie à la personne de dire, ah, c'est une bonne affaire d'acheter le gros gobelet qui est à 2 €. Ah, petite technique marketing même sur les popcorn, tu vois. Une heure après, on vend pour 28 € de popcorn. Donc on fait 6 € de bénéfices et on n'avait pas encore beaucoup de marchandises. C'est bon. Ouais, on avait beaucoup de marchandises, ça y est, on rentrait dans le bénéfice, là. Putain, mais à quelques trucs près, t'as failli rester en Guadeloupe faire du popcorn. Ah ouais, tu serais pas là. C'est ça, exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il était quoi, 15h à ce moment-là, de l'après-midi. Je reçois un coup de téléphone. Nicolas, la marina du bas du fort. Tu vois. Bistrot de la Marine, il s'appelle le restaurant. Je reçois un appel de Nicolas, il me fait, ouais, c'est vous les deux jeunes là qui vendaient du popcorn dans la rue? Je fais, ouais, Nico. Il fait, mais vous êtes vraiment déterminé, vous? Je fais, bah ouais, je rigole. Tu penses que je rigole avec toi quand je te dis j'ai envie qu'on cherche du taf? Ouais, comme ça, je lui parle. Enfin, ouais, venez 18h, on va faire un test. Le fait d'être sorti, vendre du popcorn et ça l'a convaincu, le mec. Le mec, il m'a rappelé pour me prendre, tu vois. C'est pour ça que l'attitude est ultra importante, tu vois. Et tu vois, je suis certain que si... Ouais, t'étais spécial, t'étais pas comme les autres, là. Il s'est dit un truc. Je suis certain que s'il m'avait pas vu, vendre du popcorn, il m'aurait jamais appelé. Tu te dis, c'est un malade, ce C'est pour mec. ça que tout est lié, finalement, d'une certaine manière, tu vois. Si t'as une attitude où t'es toujours positif et t'envoies, tu vois. Forcément, ça va revenir vers toi à un moment ou à un autre. Fais confiance au process, tu vois. Faut avoir confiance au process. Là, ok, on commence à 18h. Aziz, il le faut à la plonge. Et il me dit, toi, vu que t'as une belle gueule, tu vas être rabatteur. Tu sais ce que c'est, rabatteur ou pas? C'est le mec que tu fous devant le resto pour faire rentrer les clients. On était payé 10 € de l'heure. Ok. On fait 18h30 à minuit 30. Clean, tu vois. Il nous donne 100 et quelques euros à la fin de la nuit direct en cash. Je peux te dire que, tu vois, c'est 130, 140, à peu près cette somme-là. C'est entre 100 et 150 euros. Il me donne en cash dans les mains. C'est comme si j'avais gagné au loto 10 millions d'euros. C'est exactement la même sensation. Parce que tu te retrouves, t'es parti à l'autre bout du monde. Tu connais personne. T'as pas d'amis. T'as pas d'argent. T'as pas de connaissances. T'as pas de réseau. T'as rien. T'as pas de job. T'as pas où dormir de base. T'as rien. Et t'as cette somme-là dans les mains après 24 heures, environ 24 heures. C'est beau.
Tu vois. Quand on a fait merci, on a pris un moment pour marcher et prendre le tournant. Dès qu'on a pris le tournant, on s'est pris dans les bras. Tout cassé. On pouvait pas montrer qu'on était hyper content, tu vois, devant le mec, tu vois. Et là, c'était genre, waouh, genre, c'était beau, tu vois, c'était une émotion tellement belle, genre, waouh, je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu ce moment-là, ces secondes-là, c'est tellement beau. Il a dit, OK, vous revenez demain, c'est bon, genre, vous continuez, vous avez fait du bon travail, revenez demain. On a mangé au resto, parce que quand tu bosses dans la restauration, tu manges. T'avais les poches pleines, l'estomac rempli, voilà, tu on savais rentre où sur le dormir. bateau, tout content, le sourire jusqu'aux oreilles. T'avais pas fait la peinture encore, du coup. Non, pas encore. Mais on l'a faite, la peinture, Ouais, quand même, parce que c'est un deal, Ouais, on rigole pas avec ça. Le lendemain, on revient. Qu'est-ce qui se passe? OK, on refait les mêmes process, Aziz à la plonge, moi rabatteur. Et là, j'entends Nicolas, parce que c'est pour ça il faut être attentif dans la vie, toujours être à l'affût des opportunités. J'entends Nicolas, il est en train de se dire que putain, c'est quoi ce marketing-là? C'est quoi ces réseaux sociaux à la con? J'entends ça. C'est quoi ces trucs des réseaux sociaux à la con, là? C'est quoi? Là, j'entends. Je fais putain d'Instagram de merde, tu vois, des trucs comme ça. Je fais Nico, viens, c'est quoi ton problème? Mais c'est ces trucs-là, on m'a dit que c'était important de gérer les réseaux sociaux et faire le marketing digital et je sais pas quoi. J'écoute, Nico, tu sais que nous, on est experts dans ça. On a fait ça dans nos études, Et là, je fais, ah ouais? Ah bon? Il fait, ah oui. Il fait, ah, c'est cool, ça. Tu vois, j'ai suscité la curiosité et son intérêt. Et là, il fait quoi? Il fait, ouais. Je lui dis, par contre, tu sais très bien, Nico, ça, c'est pas 10 € de l'heure, ça, tu payes 40 €, 50 € de l'heure, tu vois, j'ai commencé à... Il fait, ah non, moi, c'est trop cher pour moi, je peux pas, ça. Il fait, 20 € de l'heure. J'ai fait, OK, ça marche. Moi, même à 10 € de l'heure, je l'aurais pris, tu vois. Ça, le truc. Là, t'as fait la technique du gars quand t'avais 11 ans, qui est retourné dans sa voiture. Le mec, même s'il m'avait dit, tu le fais à 10 € de l'heure, je lui aurais dit, OK. Du coup, qu'est-ce qu'on faisait? De 11h30 à 14h30, on bossait marketing digital, qu'on a refait les cartes, les posts sur les réseaux sociaux. T'avais pris nos ordi avec, alors? Ouais, on avait nos ordi. Donc, on a refait les cartes sur Canva, des trucs faciles, tu vois, QR code. On a fait un super QR code sur un truc en bois, c'était hyper stylé, c'est que là, on pouvait scanner le QR code, revenir sur la page, mettre des avis. On a fait un truc clean, tu vois. On bossait de 11h30 à 14h30, marketing digital, et le soir, 18h30, minute 30, Aziz à la plonge, moi rabatte. On faisait des journées à 350. C'est fini le popcorn, non? Non, le popcorn de 8h30 à 11h ou pas? Non, on a fait juste une seule fois le popcorn. On faisait des journées à 350 € par jour, dès le deuxième jour, tu te rends compte? À deux, hein, parce que nous, on fait cagnotte commune, les deux, genre, c'était une seule. C'est dans la même aventure, là. Ouais. 350 € par jour au bout du deuxième jour. Tu te rends compte, le truc? C'est pas mal, tu vois. Au bout de 10 jours, qu'est-ce qui se passe? Ça, la beauté du truc. Bon, à ce moment-là, l'argent commençait à rentrer. On a loué notre propre bateau, 500 € la nuit. On avait un voilier avec 3 cabines et 2 salles de bain, alors qu'on était juste 2 à l'intérieur. Bientôt, c'est toi qui vas louer le bateau à Nat. Tu peux venir si tu refais la peinture. Justement. Et on a loué une voiture. Donc, on avait notre voiture à 250 € par mois. On a loué une caisse par mois. Et que des gens de la marina, hein. Tout le monde se connaît. C'est un peu 250 € par mois. Ouais, pour la caisse. Dingue. Ouais, parce qu'en fait, c'est des contacts qui vivent dans la marina sur leur bateau, généralement des retraités. En 6 jours, t'étais à domicile, quoi. Ouais. C'est toute la marina. Ça y est, c'était tous mes potes. Limite, t'allais te marier le lendemain. Ouais, non, ça y est. Au bout de 10 jours, bon, ça y est, on a fait des courses, bien sûr. L'argent rentrait, on a fait des courses. Ça y est, on a créé un peu notre petite zone, tu vois. Au bout de 10 jours, Nico, il vient me parler. Il me dit, bon, vous allez prendre 2 jours de congé maintenant. Je fais quoi? Moi, regarde-moi je m'en fous. Week-end, pas week-end. On a bossé pendant 10 jours non-stop, tu vois, genre sans week-end, 100 jours 10 jours. Il a fait, bon, là, c'est bon, vous allez prendre 2 jours de pause. Je fais, non, j'ai pas envie de faire de pause, moi. Je continue à bosser, genre, j'ai pas envie de prendre de pause. Et là, il fait, si, vous allez prendre une pause. OK. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Je pense qu'on est sorti, on a fait la fête. On s'est enfermé dans le bateau. On s'est dit, on doit absolument devenir indépendant et générer de nouvelles sources de revenus. Qu'est-ce qu'on a fait? On en a réfléchi, on s'est dit, on va lancer une agence de communication digitale pour les restaurants en Guadeloupe. Et là, il y en avait pas. Tu vois, là-bas, où ceux qui y avaient, c'était de la merde. Et qu'est-ce qu'on fait? En une journée, on fait un site sur Wix. On copie un site d'un prestataire à Paris. On a fait exactement la même chose. Ouais. Tu vois, copier-coller du site. J'ouvre Google Maps. Vraiment, truc très simple. Je vois les restaurants à côté. J'appelle au téléphone. Oui, bonjour. Écoute, je fais un petit tour sur vos réseaux sociaux là.
Je vois que vous avez beaucoup de potentiel qui est inexploité dans vos réseaux sociaux et dans votre stratégie de marketing digital. Est-ce que ça vous dit que je vienne sur place, qu'on prenne un moment pour qu'on en discute et qu'on voit comment on peut vous aider? Simple. Oui, ça marche. Venez tel jour, venez demain à telle heure. Ok. Le calendrier est plein. Un jour après, 24 heures après, voici notre site, Nalani. Un jour après, on signe notre premier client à 500 € par mois pour 2 posts par semaine sur Instagram. Les posts, tu les fais en 20 minutes. Tu as le truc. Vous êtes passé 10 € l'heure à 125. 500 € par mois. Et on signe un 3e client, et un 4e, et un 5e. Avec des formules à 800 € par mois, avec des stories, plusieurs posts par semaine. Donc là, t'étais là depuis 2 semaines, du coup. Ouais, 2 semaines. Là, on se retrouve à la fin du premier mois. On a gardé, le pire, c'est quoi? C'est qu'on était tellement matrixé qu'on a gardé notre job en tant que Aziz. Aziz, déjà, il a glow up. Et genre, il est passé de la plonge, il est devenu assistant commis, assistant du chef. Il faisait lui le dressage. Tu te rends compte? Moi, j'étais meilleur rabatteur de Lille. Moi, ça y est, j'avais le statut. C'est simple, tu vois, tous les restaurants qui étaient autour de nous, personne n'avait de rabatteur. J'étais le premier. Okay. Après mon passage à Donc moi. le mec, ça veut dire Nicolas, il savait pas quoi te faire faire. Il s'est dit bon, vas-y. Ouais. Et c'est simple. J'étais le seul rabatteur de tous les restaurants à côté. Juste après, tous les restaurants ont mis quelqu'un comme rabatteur. T'as lancé la. J'avais une manière d'expliquer et de convaincre les clients de rentrer au restaurant. C'était incroyable. C'était une scène de théâtre. Genre, langage corporel, le discours ultra préparé, un pitch ultra appris par cœur, le sourire positif, etc. T'as des gens, ils viennent, ils disent, on est venu au restaurant pour toi. Pour toi, tu vois. Très simple. Il y avait un mec, il y avait une boîte, super boîte avec 30 personnes qui étaient assis dîner tout seul, juste à côté de moi, dans une table à côté. Ouais. Il me regardait faire. Il m'a donné sa carte visite, il m'a dit, écoute, j'ai une équipe de 10 commerciaux, tu vas venir les former. Tu vas venir les coacher. Ouais, tu vas venir les former. Il m'a dit, ça fait 1 heure, je te regarde comment tu fais. Voilà ma carte de visite, viens, tu vas former mes commerciaux. Tu vois, quand tu fais les choses avec le cœur, ça ne peut que fonctionner, tu vois. C'est ultra important, mettre du cœur dans ce que tu fais. Bon, après, je pense qu'il y a quand même t'as pratiqué faire ça. Oui, après, oui, c'est vrai. Mais faire les choses avec le cœur, tu y arrives au bout d'un moment, tu vois. Bref, donc on a continué à avoir nos jobs, et c'était simple. On faisait quoi? À 2, on était à 8K par mois, 8 000 € par mois, au bout d'un mois. Tu te rends compte? On est venu sur une île, avec, je sais pas, 500 000 Tu vis sur un bateau, t'as une voiture. Voilà. Tu fais 8K par mois, t'es bien. Au bout du premier mois, tu connaissais personne. Bien sûr, forcément, on s'est fait une clique de potes. Après, on a commencé à sortir, se faire des amis. C'était cool, tu vois. Pourquoi t'es là, mec? C'est une très bonne question. Pourquoi? On est resté 2 mois en tout. Pourquoi on est reparti? Pourquoi on était venus, nous, de base? Pour le challenge. Voilà. C'était devenu trop confortable. On voulait se prouver à nous-mêmes qu'on pouvait réussir sans l'aide de personne, en partant de zéro, et dans un endroit où personne nous connaissait. Fine. C'est bon. C'est fait. J'ai réussi, je peux rentrer. J'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Merci. Au revoir. Tu vois? J'avais pas forcément un désir de faire ma vie là-bas, particulièrement. Aziz non plus. C'est, voilà. Et Corpotrad, c'est venu après ça? Oui, c'est après genre 1 an ou 2, je pense. Tu vois? Et c'est un peu toujours dans la continuité de toujours se challenger, de se lancer de nouveaux challenges. Et en fait, les leçons que j'ai apprises de cette expérience-là, c'est quoi? Mis à part le fait de se prouver à soi-même qu'on peut réussir. Ça, c'est cool, ok. Mais c'est quoi? C'est quand tu te retrouves dos au mur et que t'as pas le choix, tu te trouves une énergie en toi que tu pensais jamais être capable de faire ça. Et ça, il y a, genre, je sais pas si t'as lu L'Art de la guerre, il y a un livre, hein. Tu vois, c'est quand t'es dos au mur et que t'as plus le choix, que tu te t'es obligé d'avancer. Voilà. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Soit tu crèves, soit tu t'en sors. C'est simple. Il y a pas de porte de sortie, il y a pas de porte de secours, tu vois. C'est soit tu t'en sors, soit t'es mort. Mais là, dans nos vies qui sont relativement aisées, c'est dur d'être naturellement dans cette situation. Il faut se mettre. C'est une décision. Exactement. C'est plus Il faut se mettre dans une situation d'inconfort où t'as pas le choix. Tu vois. Tu lances ton projet. Il faut que tu te mettes dans une situation où ce projet-là, ça doit fonctionner. Ou c'est mort. Tu vois. Ou tu dois te mettre intentionnellement dans cette position d'inconfort-là pour aller beaucoup plus vite. Tu vois. Et mettre toutes les chances de ton côté pour réussir.
Voilà, ça Ouais, c'était la petite XP j'ai trop kiffé cette Guadeloupe. petite parenthèse. Pendant tout le début du podcast, putain, vas-y, j'ai hâte qu'on aille sur cette anecdote-là. Voilà, j'espère que ça va plaire à tes copains. Ouais, je pense que ça peut faire un chouette réel, comme je t'ai dit. Ouais, j'étais 50 € sur une île. On a on a refait la peinture d'un bateau et puis on s'est sorti avec Wika. Je pense que c'est une chouette Ouais. accroche. Donc, mais et tu vois, et ça a inspiré beaucoup de personnes autour de moi, mes amis et tout, à partir, tu vois, à faire genre, tu vois, ils avaient des envies au fond d'eux, ils avaient envie de faire, je sais pas, un voyage en particulier, quelque chose. Ok, fine, je prends un sac à dos, j'y vais, tu vois. Et j'ai énormément kiffé l'impact que ça a eu sur certains de mes proches qui se sont dit, qui sont inspirés de ce que j'avais fait avec mon pote pour répliquer à leur manière à eux, tu vois. Et ça, c'est cool, tu vois. Quand tu vois ça, tu te dis, putain, genre, t'apportes du positif autour de toi. Moi, c'est ce que j'adore faire aussi. Inspirer, et voilà. Ouais. Pousser les gens vers le haut autour de toi aussi. C'est ça. C'est une chouette chose. Un point que je voulais aborder aussi, c'est le point du nomade digitalisme que tu es en train de faire aussi en Indonésie. Je crois que ça fait 1 an que tu y es. Bon, la question du pourquoi l'Indonésie, elle est assez répandue. Mais comment c'est passé? Pourquoi t'es allé là-bas? Comment ça se passe à distance? Il y a une histoire de décalage horaire, mais je sais que tes équipes sont très autonomes. Comment ça se passe? Alors, ça se passe très bien. Donc, en fait, ce qui est cool avec l'Indonésie, c'est qu'ils sont en avance. Donc, quand je me réveille le matin, ils commencent. en Europe, ils dorment tous. Donc, ma journée commence réellement à 14-15 heures. Donc, ce qui fait que de 8 heures du matin à 15 heures, tout le monde dort en Europe. Ce qui fait que travailler dans le noir. Je peux bosser tranquillement sans que sans être déconcentré, ou je peux profiter de ma journée si j'ai envie de profiter de ma journée. Parce que tu vois, donc tous mes meetings c'est généralement l'après-midi et le soir. Et donc ça c'est cool, ça me permet d'organiser, d'aller au sport, de kiffer, de faire des activités, de bosser sur mes projets stratégiques tranquillement. Et mes meetings, je les fais en après-midi. J'ai cette liberté-là, justement, en tant que CEO, de pouvoir choisir un peu mon emploi du temps. Donc, je place tous mes meetings les matins de l'Europe. C'est l'après-midi de chez moi en Indonésie. Et c'est cool. Et en fait, moi, j'ai choisi l'Indonésie, pas que pour les paysages où c'est beau, c'est cool, c'est surtout pour les gens. Donc, il y a une culture là-bas et des personnes qui sont magnifiques, une bonté, une gentillesse qui sont incroyables. Donc, vraiment, tu te sens que, comme ça, t'es bien entouré, tu vois. Et moi, c'est ultra important. C'est une vibe importante pour ton état d'esprit. C'est ça. Et pour la réussite de mes business et tout ça, c'est ultra important que je sois dans un environnement qui soit top. Et c'est une priorité, tu vois. Et en fait, ça m'a beaucoup. Le fait d'être épanoui dans mon environnement, forcément, comment on dit ça, ça joue sur toi et sur ça se réplique sur mon business aussi, tu vois. Donc ça t'impacte. Ça impacte le business aussi, forcément, tu vois. Donc et donc voilà, donc sachant que moi j'ai mis en place très rapidement une culture du télétravail dans mes équipes, donc ça a rien changé par rapport à ça. Mais tu gardes quand même une proximité en rentrant près de tes équipes de temps en temps. C'est ça, et moi je suis quelqu'un de très famille aussi. Donc aussi chaque 2-3 mois, je rentre, je passe quelques semaines ici voir ma famille. Ça me permet aussi de voir quelques personnes de mon équipe aussi si besoin. Et team building. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc c'est cool. Ouais, un juste milieu sympa là. Ouais, c'est cool, tu vois. Donc là, ton but c'est de rester là-bas encore. Ouais, là je suis installé. Là-bas, j'ai un pied-à-terre là-bas, je suis installé. Je continue j'ai quelques business aussi sur place là-bas que je développe aussi là-bas dans l'immobilier et voilà, donc là-bas j'ai trouvé mon pied-à-terre, tu vois. Donc et je serai entre l'Europe, la Tunisie, le Guadeloupe, non, Guadeloupe ça ferme la page, c'est bon. Ça sera vacances si quand ils s'en sortent, Nicolas, son restaurant il tourne toujours. Bah écoute, ça va. Ça tourne, écoute. Il y a des rabatteurs partout encore ou pas? Ah, je sais pas, ça, je vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, Caro est super sympa. Voilà, on se tient parfois. On a un groupe WhatsApp où on se parle souvent. C'est cool aussi. Et voilà, donc Nomad Life, moi j'adore. Moi je suis tellement reconnaissant d'être arrivé dans une époque où on peut se permettre ça, parce qu'il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, c'était pas possible. C'était très très compliqué. Là Et là c'est la norme, tu vois. Et je suis tellement reconnaissant d'être venu dans cette période-là, parce que moi qui suis très attaché à ma liberté géographique, ça aurait été très 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 chiant pour moi d'être cantonné à un bureau, tu vois. Genre c'était trop chiant, prendre un mois de vacances par an,
Et tu vois, non, moi j'ai envie de bosser et profiter en parallèle et tu trouves ton équilibre. Tu vois, aujourd'hui, moi je prends pas de vacances parce que je kiffe mon équilibre de vie. Tu vois, pour moi, j'ai pas besoin de prendre des vacances parce que Déjà, ma de vie est base, ta vie, organisée de elle est telle pas... sorte que je kiffe mon mode de vie et prendre des vacances, pourquoi? Non, je fais déjà ce que je kiffe. Tu vois. Je m'emmerderais trop à pas avoir des projets en cours et bosser Ouais. dessus. Et je m'accorde aussi beaucoup de temps pour moi, pour mon bien-être, pour le sport, pour bien manger, pour faire des sorties, des expériences, des activités, tu vois. Ouais. C'est une question d'équilibre, la vie. Tu vois. 100%. Je te rejoins à 1000% sur ça. Voilà. C'est d'accord. Pour pas exploser le timing, je finis avec 2 questions. Vas-y. La première, c'est bon, là, t'en as parlé un peu de la suite de ta boîte, t'as parlé des Émirats, mais est-ce que t'as une vision à beaucoup plus long terme? C'est quoi la suite? Et la deuxième question, c'est un peu, t'en as partagé déjà 50 000, mais tes plus grosses bêtises, tes plus grosses erreurs entrepreneuriales et comment t'as redressé ça? Donc voilà, c'est Ok. 2 dernières réponses et puis on Ok, boucle ça. parfait, on fait comme ça. Alors pour répondre à ta première question, la vision là, c'est de continuer. Donc il y a 2 leviers de croissance, c'est continuer à développer de nouvelles antennes, à chaque fois dans un nouveau pays intéressant, et continuer à développer le business par antenne. Donc vraiment se positionner en tant que leader de marché sur chaque antenne et ouvrir de nouvelles antennes. Donc j'ai cette vision-là sur le long terme, on va continuer à recruter de nouvelles équipes, continuer à développer le business, etc. Donc ça c'est par rapport à la vision. Pour répondre à ta deuxième question par rapport aux bêtises que j'ai faites, c'est ça? Moi, j'ai une vision par rapport à ça assez spéciale. Moi, je vois pas ça comme des erreurs, mais plutôt des apprentissages, tu vois. Chaque chose qui arrive mal dans ma vie, on va dire, même un truc qui ne dépend pas de moi, tu vois, genre une crise de famille, un problème de famille, ou n'importe quel problème, je suis pas en mode, ok, c'est quelque chose de mauvais, ok, c'est pas bien, tu vois, je suis pas dans le déni non plus, genre, ok, c'est pas bien. Mais ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qui t'arrive, mais c'est la réponse que tu donnes face à ce qui t'arrive. Ta réaction face aux Et événements. c'est ça qui est hyper important. C'est ce que tu peux contrôler. Voilà, parce que les aléas de la vie, on en a tous. Ouais. On peut pas contrôler. On peut pas contrôler. T'as quelqu'un qui est mort, t'as la pluie, Par contre, là où tu peux avoir du contrôle, c'est la réponse que tu vas donner face à ce qui t'arrive. Et c'est là ce qui est important. C'est s'il y a cette merde qui arrive dans ta vie, comment toi, en tant que personne, tu vas répondre et tu vas gérer cette crise ou ce problème-là. Et c'est ça qui est ultra, ultra, ultra important. Donc des bêtises, forcément, j'en ai fait plein comme tout le monde. Là, j'en ai pas forcément en tête certaines, mais dans tous les cas, ça fait partie du jeu. Mais dans tous les cas, ça fait partie du jeu. Concentre-toi et j'apprends. Contrôler, voilà. Je me concentre sur ce que je peux contrôler et surtout toutes les bêtises que j'ai fait, que j'ai faites, j'essaie de pas les refaire et d'apprendre un maximum. Ouais. Tu vois, le plus important, c'est fine de merder, de se planter, tu vois, c'est normal. On est tous des êtres humains et c'est tout à fait normal. Il y a personne, celui qui va venir te dire ouais, moi, je me suis jamais planté dans ma vie, il ment, c'est un menteur, tu vois. C'est juste, tout le monde s'est planté, que ce soit dans le côté personnel, professionnel ou autre, on s'est tous plantés dans plusieurs endroits de nos vies et c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains et c'est normal. Et il faut normaliser le truc et au contraire, il faut apprendre de ces erreurs-là pour continuer à chaque fois à devenir une meilleure personne. Tu vois, l'objectif, c'est, en tant qu'être humain, se développer, s'améliorer en tant que personne et toujours être encore une meilleure version de toi-même à chaque fois au fur et à mesure du temps. Très beau. Voilà. Quelle finition, mec. J'espère que... Je comprends pourquoi t'es rabatteur. Ce petit côté philosophique, voilà. Je comprends pourquoi Nicolas t'a engagé. Si t'étais aussi philosophique avec les passeurs de la marina. Ouais, c'est ça. Mais c'est important parce qu'on oublie généralement ce côté spirituel, âme qu'on a et tout, mais c'est ultra important de s'écouter et réfléchir à toutes ces questions-là et se poser des questions sur notre rôle, nous, en tant qu'être humain dans cette vie. Je pense qu'au-delà de la boîte, de la start-up, c'est un voyage personnel aussi. Voilà, c'est humain. T'apprends beaucoup t'apprends autant sur toi-même que t'apprends sur ton business. C'est ça. Et regarde aujourd'hui où est-ce que je suis avec toi. Je passe un super moment. On partage un super moment ensemble. On apprend à se connaître, toi et moi. On peut collaborer ensemble sur des sujets, tu vois. Et tu vois, sans cette aventure-là, j'aurais pas eu forcément cette opportunité-là. Tu vois. Et ça, la beauté du truc, c'est que ce que tu fais. Je sais pas où tu vas. Et au quotidien, ça t'apporte des rencontres et c'est cool. Et il faut profiter de chaque instant de la vie, profiter du moment présent et continuer à faire ton truc et kiffer, et surtout kiffer, tu vois. Kiffer ta vie à fond. 100% d'accord avec ça. Voilà. Je sais que t'es un peu un entrepreneur dans le noir. Je sais pas si tu veux partager Alors, déjà le site pour faire des traductions. Alors corpotrad.fr si vous voulez venir faire de la trad chez nous. Donc c'est le site un peu très sympa. 4.9 sur Trustpilot. B2B, donc voilà. Mais par contre, bon, de toute façon, ça c'est pas ça le plus important. Si vous avez un projet
intéressant et que vous avez déjà une certaine traction et que vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés pour investir, des conseils, mettre de l'argent, euh, voilà, avoir un partenaire avec vous dans l'aventure, moi ça me fait très plaisir. Je reçois toutes les semaines des personnes qui me présentent des projets, j'en sélectionne, je rentre dans le capital avec ces personnes-là. Donc voilà, si vous avez des projets en tête, vous avez déjà lancé, vous voulez développer votre business à fond, arriver à un palier, au lieu de mettre 2 ans à y arriver, on met 6 mois, tu vois, euh, contactez-moi. Comment on te contacte? Bah, envoyez-moi un message sur Insta, du coup, donc Lies Cheria, tout simplement. Vous m'envoyez un petit message sur Insta, tout simplement, je vais vous répondre directement. On discute, on prend un moment pour discuter au téléphone. Et s'il y a un fit humain et que le projet est cool et tout, on go, hein, vas-y. Moi, j'ai une âme d'entrepreneur, j'adore les projets. Et si je peux apporter de la valeur, que ce soit en termes financiers ou en connaissances ou en expérience, let's go. Voilà. Merci Lies. Avec Bien plaisir. kiffé. Merci à toi. C'était super sympa ce moment. J'aurais pu faire 6 heures, mais Ouais, et vraiment, c'est un plaisir de partager ce moment-là. Et merci pour ce que tu fais, parce que c'est vraiment top. Vous avez de la chance, hein, de l'écouter. Je suis sûr qu'il vous apporte énormément de valeur, surtout aux personnes qui débutent. grâce aux invités. Voilà. Et merci sponsor. Si. Et voilà, continue à défoncer la chaîne. Je compte sur vous pour continuer à écouter Sacha. Oui, j'ai besoin de rien faire. Le rabatteur, il est là. J'ai même pas besoin de faire l'outro. Genre, tu l'as fait pour moi. Let's go. C'est quoi, je vais rien dire. Je te laisse finir l'épisode. Vas-y, let's go. Vas-y, abonnez-vous. Là, il faut s'abonner. Cliquez sur le bouton abonner, follow, commenter et en parler autour de vous parce que c'est vraiment un homme super et vous avez de la chance de l'écouter. Allez, ciao. Rien à dire, rien à dire. T'as kiffé? C'est moi qui fais, et toi? Hein? Ouais, trop, moi.